Spider-Man die. Neither can I. See you, Space Cowboy. Est-ce que les années 80 c'était pas mieux finalement? Je pose la question parce que Hollywood semble vraiment être d'accord avec ça. Avec tous les reboots, sequels, soft reboots qu'on a pu voir ces dernières années, ça commence à se voir. Alors bien sûr, il y a toujours eu des reboots, ça c'est pas un souci. Mais notamment dans le genre de l'horreur récemment, on arrive à Scream 6, Halloween a eu une nouvelle trilogie, et il y a des scénaristes comme les Duffer Brothers qui se revendiquent comme héritiers de John Carpenter. Alors, est-ce que mettre de l'esthétique néon, de la musique synthwave et des titres pop, ça suffit à singer l'horreur de ces années-là? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, en retraçant une partie de l'œuvre de John Carpenter et avec l'aide de nos invités. Avec moi pour parler de ce sujet vaste des années 80 et du cinéma d'horreur, ainsi que des inspirations, elle débarque avec son univers et ses musiques d'outre-tombe depuis l'espace. C'est Camille de L'Horreur est humaine. Salut Camille. Bonjour tout le monde. C'est le monsieur derrière la chaîne YouTube Les Deux Côtés de l'écran, c'est le grand Mehdi. Salut Mehdi. Salut. Et pour finir, elle a décidé que le sommeil était désormais une option. Lula Sadi de la chaîne YouTube Welcome to Primetime Beach. Elle est membre de la sororité sur les internets et elle intervient aussi dans le podcast Jumpscare. Salut Mylène. Salut. Alors, merci à tous d'être là. Ça me fait super plaisir de vous recevoir. Par rapport à ce que j'avais dit en introduction, vous, la représentation qu'on a des années 80 et de l'horreur aujourd'hui, vous, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous avez des remontrances par rapport à ça? Donc, Camille, vas-y, commence. Je dirais pas des remontrances quand même, parce que perso, j'ai un univers bien ancré quand même dans les années 80 et les années 90. Donc ça serait mentir que dire que que je suis complètement contre ça. Par contre, je pense que dans tous les cas, on baigne aujourd'hui dans une envie de rendre hommage constamment, notamment aux années 80, mais pas seulement, hein, ça a toujours été le cas aussi pour les années 70, c'est de plus en plus le cas pour les années 90 et les années 2000. On a forcément une représentation très biaisée de ces époques-là. Rendre hommage aux années 80, c'est oublier la guerre froide, les guerres et le sida. Esthétiquement, je pense qu'on tourne un petit peu en rond. C'est peut-être là, effectivement, que je trouve que c'est dommage. On a du mal à réinventer aujourd'hui le cinéma de genre au-delà, je veux dire, d'esthétique hommage aux années 70, 80 et 90. C'est peut-être ça, effectivement, qui commence à être problématique, parce qu'on voit notamment beaucoup sur Netflix, en fait, une espèce de représentation très biaisée, parce que finalement très partielle, de ce que sont les années 80, c'est-à-dire beaucoup de lasers, beaucoup de synthétiseurs et beaucoup de centres commerciaux. Mais dis-toi, du coup? Non, mais c'est tout à fait ça, en fait. C'est que moi, si j'aurais un souci avec si j'avais un souci avec les années 80, ce serait cette manière déjà dans toute l'esthétique qui est forcément du kitsch, ce qui, même à l'époque, en fait, c'est la question que je me pose aussi, c'est est-ce que ce qu'on trouve kitsch aujourd'hui l'était à l'époque ou pas spécialement? Parce que il y a quand même des choses qui étaient rigolotes dans les codes esthétiques. Il y a toujours eu des choses un peu marrantes comme ça. Et je trouve que ça transparaît dans aussi le cinéma d'horreur, dans le sens où rien n'était vraiment pris au sérieux. En fait, il y avait pas les enjeux n'étaient pas forcément très intenses, même s'il y avait des gens qui mouraient, etc. On est quand même sur un cinéma qui, malgré sa volonté de faire des leçons de morale, n'allait jamais bien loin dans l'intensité émotionnelle. Et c'est peut-être ça que je trouve dommage sur cette période, en fait. C'est que si je regarde un film d'horreur des années 80 aujourd'hui, à part quelques exceptions, évidemment, je vais forcément... Je me dirais toujours que ça a été fait pour qu'on s'éclate devant, et encore aujourd'hui, c'est fait pour qu'on s'en amuse, quoi. Voilà. Et toi, Mylène, du coup? Alors, moi, si je commençais par râler, ça serait un peu être hypocrite parce que, comme Camille, mon univers est très empreint des années 80, des années 90. J'ai grandi avec les VHS. C'est comme ça que j'ai découvert mes premiers films d'horreur. Donc, je fais partie du rouage quand même, faut le dire.
J'adore ce qui est vintage. J'écoute encore des vinyles. Je suis un peu à l'ouest. Mais c'est vrai que j'ai un peu du mal avec cette version fantasmée des années 80 qui a tendance en fait à être comme une vieille cassette rouillée. Enfin, c'est toujours la même chose en fait qui est répétée en boucle. On est aussi dans une période où on doit être méta. Le méta, c'est devenu à la mode et pas que dans l'horreur. Et en fait, on en fait des caisses. Et tout à l'heure en off, tu parlais de Stranger Things et j'ai beau adorer les premières saisons. Je crois que c'est la saison 3 où j'ai failli m'y péter un câble. Où en fait, on était là en train de nous mettre des coups de coude en nous disant Hé, c'est Terminator, hé, c'est Magnum, et mais attends, t'es un peu con, t'as pas compris les références. Et en fait, c'est ça qui m'énerve. Pour moi, du bon méta, c'est un petit clin d'œil que tu vas probablement pas voir au premier coup, ou justement tu vas le voir mais tu vas te dire ah c'est plutôt malin parce qu'en fait c'est pas en mode attends tu l'as vu. Et je pense que maintenant on sait plus trop faire ça parce que du coup c'est devenu un gros truc des films mainstream ou des séries mainstream de se dire bah en fait on est cool donc on est méta et on va reprendre les codes des années 80, du moins ce qu'on pense être les codes des années 80. Et c'est pas trop le cas. Et là, on est un peu sur la fin de l'essor nostalgie 80. On arrive dans les années 90. Encore une fois, je vais pas me plaindre parce que j'aime les années 90, mais ça va être la même chose. Ouais. Vas-y, Camille. Alors, c'est intéressant parce que oui, je pense que même si on rentre dans les années 90, on ne sortira pas des années 80. Enfin, ça, vraiment, j'en suis à peu près persuadée, justement parce que c'est ce que je disais, Mehdi, en fait. C'est un peu ce qui fait finalement le cinéma de divertissement d'aujourd'hui. Hein, donc, on aura du mal à en sortir. Sur l'aspect vraiment méta, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que, bon, effectivement, on s'enfonce dans cet aspect méta aujourd'hui. Il ne faut quand même pas oublier que le cinéma des années 80 l'était déjà, en fait. C'est-à-dire que, notamment, on parle de cinéma de genre. Le cinéma des années 80, c'est quand même un cinéma qui est fait par des réalisateurs pour rendre hommage au cinéma des années 30 à 50. 50, ouais. C'est-à-dire que, bon, du coup, si vous voulez, c'est une boucle qui se répète, quoi. À un moment donné, il faudrait inventer autre chose. Ils le faisaient à l'époque. Je veux dire, on se dit que Back to the Future, c'est un film qui a une identité très 80s. C'est quand même un film qui prend pied dans les années 50 en partie. Indiana Jones, c'est les années 30-40. Bon, les réalisateurs de l'époque, ils avaient une obsession en fait pour les années de leur jeunesse. Comme aujourd'hui, les réalisateurs de notre époque en ont une pour les années de leur jeunesse, qui sont donc les années 80-90. Et systématiquement, que ce soit à la réalisation ou aussi aux effets visuels, les techniciens du cinéma ont tendance à vouloir reproduire ce qui a fait leur jeunesse, avec un angle plus ou moins second degré. Et c'est là que je rejoins Mehdi sur un truc, c'est que le kitsch, il a toujours été présent. Dans les années 80, d'ailleurs, on va parler de John Carpenter, c'est un fonds de commerce, le kitsch, c'est présent. Mais il y avait quelque chose, effectivement, je trouve, de plus léger vis-à-vis de ça. Là où le cinéma d'aujourd'hui qui s'inspire des années 80, il va vraiment avec des gros sabots. Et finalement, c'est un humour qui est relativement premier degré. Et je trouve qu'on perd justement du côté kitsch, mais le kitsch un peu où tu sais, tu regardes un film et tu te dis, il a voulu faire ça sérieusement ou pas? Parce que je suis pas trop sûre, en fait. Pour moi, c'est ça que j'aime bien dans le cinéma de genre, entre autres de Carpenter. Pour moi, Carpenter, c'est quand même un mec gros sabot par rapport à certains réalisateurs, pardon, de l'époque qui sont beaucoup plus flous sur leur ton, où tu te dis, bah, en fait, je suis pas trop certaine qu'il ait voulu faire ça sérieusement ou pas. Finalement, on s'en fout un petit peu. C'est ce qui fait la légèreté aussi de ces films-là et leur intérêt. Aujourd'hui, et je suis d'accord, je te rejoins Mylène là-dessus, quand tu regardes Stranger Things, en tout cas l'évolution de Stranger Things, c'est obvious, quoi. T'es un peu en mode, bon, c'est bon, on a compris où vous vouliez aller. Le ton, il est net, il est clair. Le côté kitsch, du coup, on le perd. En tout cas, on le perd dans cette subtilité, c'est-à-dire de se dire le côté un peu cringe, quoi, aussi, de se dire hey, ils ont voulu faire ça sérieusement ou pas. Non, aujourd'hui, tout est très premier degré, en vérité. Tout se prend beaucoup au sérieux dans ces productions-là. Ouais. Et je trouve que c'est peut-être là qu'on perd un peu cet esprit des années 80 qui, pour moi, reste un esprit intéressant, même si je te rejoins, Mehdi, sur le fait que la dépolitisation du cinéma à cette époque, ça a quand même des gros impacts problématiques. Il y a quand même un côté satisfaisant aussi à avoir un cinéma qui se prend pas trop au sérieux. Aujourd'hui, on a perdu ça, quoi. Hein. En tout cas, dans le cinéma mainstream, on l'a complètement Ouais, perdu. puis même dans l'horreur, en fait, parce que tu as toute cette espèce de déclinaison avec ce qu'on appelle l'elevated horror, qui se veut, on va dire, plus intelligent, entre guillemets, enfin, qui se revendique donc tout ce que les gens remettent sous la coupelle de Jordan Peele et Ari Aster, quoi. Alors qu'en fait, non, ils sont juste ultra premier degré dans les messages qu'ils vont faire passer enfin, à l'écran. Enfin, moi, c'est comme ça que je le perçois, en tout cas. Dans les films qu'ils ont pu faire jusqu'à maintenant, tu vois. Genre, bah là, on parlait de Boys Afraid et tout. Enfin, je trouve que
tout est sur le tapis, quoi. Après, je suis d'accord avec ce que tu dis. Je digresse juste un petit peu Vas-y, sur vas-y. ça. Mais c'est vrai que autant Harry Astor, effectivement, je le trouve extrêmement premier degré sur les thématiques qu'il emploie. Et puis enfin, surtout le fait, en fait, que Harry Astor, c'est quelqu'un qui parle de l'intime, qui parle des relations qu'il a avec son entourage, avec sa mère, entre autres, ici. Euh, mais Jordan Peele, même si lui, il est vraiment vénère, hein, il a vraiment des Ouais. revendications vraiment vénères, tu vois. Mais il y a quand même ce côté, je fais passer ça avec un peu de comédie. Tu sais, des fois, il Mm, désamorce des Mm. trucs, il je suis amène un d'accord. petit peu d'humour. Mais oui, je suis d'accord quand même que dans tous les cas, aujourd'hui, enfin, dans le cinéma grand public, celui-ci semble bien plus politisé et bien plus à charge que ce qu'on pouvait trouver dans les années 80, C'est clair. effectivement. Tu veux dire quelque Mais en chose, du vrai, coup, Mylène? Ouais. ouais, je trouve qu'en fait, le terme Elevated d'horreur, c'est un terme que je déteste Mm. parce que ça part du principe qu'il y a de l'horreur un peu bête. Et en vrai, même si c'était de l'horreur bête, tu vois, enfin, l'horreur a le droit d'être bête. Donc, déjà, et c'est vrai que c'est un terme que j'aime pas trop utiliser, même si, bon, bah, faut l'avouer, il y a des films qui sont catégorisés comme ça. Mais c'est vraiment partir du principe qu'il y a un certain sous-genre de l'horreur qui ne mérite pas d'être vu ou qui ne mérite pas d'être analysé, alors que certains films de série B ou avec très peu de budget ou qui sont pas très beaux, avec plein de fleurs, avec des petites musiques lentes ou en noir et blanc, ben, ont des thématiques qui sont très intéressantes et des sous-textes qui sont aussi très très pertinents. Et du coup, c'est un peu dommage. Ouais, Ce ouais. qui, ce qui me semble, qui me semble intéressant aussi sur cette question de l'elevated horror, c'est que surtout, je pense, c'est notre caractéristique française. On a tendance à ne pas supporter les films qui ne sont pas intellectualisés. Ça, c'est un gros souci. Et du coup, on va aussi rarement juger un film purement par son esthétique et son ambiance. Or, c'est quand même là que les années 80 sont particulièrement puissantes, en fait. Hein. C'est cette capacité à refaire, comme le faisait d'ailleurs le cinéma des années 30 à 50, des films à grandes aventures, des films avec des ambiances très, très fouillées. Euh, ça a durablement marqué le cinéma d'aujourd'hui. On ne peut pas du coup sous-estimer ce genre-là parce que c'est un genre quand même qui est excessivement technique, qui requiert énormément de compétences. Alors certes, elles sont peut-être pas c'est peut-être pas des compétences scénaristiques, par exemple. On va peut-être trouver ça ailleurs. Pour autant, ça reste du beau cinéma. Ce qui est intéressant, notamment par rapport à ça, au niveau des années 80, euh, c'est euh, c'est il faut replacer aussi les années 80 dans une époque où visuellement il y a beaucoup de changements. C'est l'apparition notamment des premiers clips musicaux à gros budget. Enfin, on réenvisage complètement notre rapport à l'image, en fait, à la photographie dans le cinéma. Et du coup, on va avoir des films qui sont certes scénaristiquement un peu pauvres. Indiana Jones, je suis désolée, hein, c'est pas non plus des scénarios absolument fantastiques. En revanche, visuellement, ça casse des culs, quoi. Et je pense que on peut pas enlever ça aux années 80. Et c'est là que les années 80, on n'a pas simplement un hommage aujourd'hui. C'est pour ça que c'est aussi ancré que ça. C'est à la fois pour le côté divertissant, mais aussi pour tout l'aspect technique qu'il y a derrière ce cinéma-là, et notamment sa capacité à ancrer des ambiances. Ça, clairement, à ancrer des ambiances, à ancrer des décors. Euh, on tient, enfin, depuis les années 80, finalement, on s'est jamais trop éloigné de cette ligne-là. Là où les années 70 étaient peut-être beaucoup plus dans, comment dire, la déconstruction des normes du cinéma classique, vraiment une remise en question en fait du cinéma hollywoodien. Dans les années 80, on revient à du grand spectacle. L'idée, c'est de tabasser quoi. Faut faire du fun, faut tabasser le Mm, spectateur. On est encore là-dedans aujourd'hui dans les blockbusters. Hein. Enfin, alors, clairement. c'est problématique sur certains aspects, mais on est encore là-dedans. C'est-à-dire que tout nous vient, enfin cet héritage-là, il vient vraiment des années 80 quand même. Hein. C'est clair. Et en parlant du coup d'héritage, il y a du coup ce qu'on avait mentionné, tu l'as mentionné plutôt Camille, mais le réalisateur, justement, quand tu parles d'univers, d'héritage et de, de legs esthétique, il y a le réalisateur John Carpenter, du coup, qui a laissé quand même un impact assez important, je trouve, à cette époque-là, notamment dans ses compositions musicales et aussi sur on va dire la diversité de sa filmographie. Pour ceux qui ne connaîtraient pas qui est John Carpenter, du coup, parce que ça reste un monsieur assez connu aujourd'hui, mais un petit rappel, du coup, c'est un monsieur
comme tu parlais tout à l'heure, encore une fois, Camille, parce que tu as été très pointu là-dessus encore, c'est quelqu'un qui s'inspire beaucoup du cinéma des années 50 et en particulier du coup de Howard Hawks, qui est le réalisateur qui a imbibé sa filmographie, parce que John Carpenter était passionné par les westerns. Enfin, était. Peut-être qu'il l'est toujours, je ne sais pas. Mais du coup, c'est pas moins de 18 films, donc avec les plus connus, The Thing, le premier Halloween, La Nuit des Masques en France. On a aussi Christine, qui est revenu un petit peu, qui a été remis un petit peu en avant suite au. J'ai perdu le nom du film qui a eu la Palme d'Or. Titan? C'est Titane. ça, Titan, qui avait une inspiration beaucoup de Christine. Un Euh, amour avec des c'est voitures. ça, la mécanophilie. J'adore. Et, et aussi, bah, mon petit coup de cœur préféré, du coup, Into the Mouth of Madness, qui est un de ses plus récents. Enfin, récent, tout est relatif. Du coup, votre rapport avec, avec le cinéma de John Carpenter, est-ce que c'est un cinéaste que vous appréciez? Est-ce que vous avez, on va dire, une acquaintance avec ce que je viens de dire? Est-ce que vous trouvez qu'il a vraiment marqué son époque ou pas? Alors, du coup, oui, pour le coup, moi, j'ai un certain rapport avec Carpenter dans le sens où c'est assez particulier, en fait. C'est que je n'accroche pas forcément avec certains de ces films qui sont appréciés par beaucoup de monde. Je sais que Prince des Ténèbres a un certain succès et pour le coup, j'ai vraiment eu du mal. Il y a des films comme ça où j'ai beaucoup de mal. Et par contre, mes favoris de Carpenter, bon, il y a Christine, mais celui-là, il a eu un succès énorme, il a apprécié de beaucoup de monde et voilà, je pense que c'est un de mes tout favoris. Euh, et c'est aussi la fin absolue du monde, en anglais, Cigarette Burns, il s'appelle son court-métrage, enfin son film d'une heure qu'il a fait pour la série Masters of Horror. Euh, Ça, pour le coup, je suis vraiment fan. Et d'ailleurs, j'ai découvert pour le besoin de ce podcast euh, dans l'antre de la folie. Et c'est vrai qu'en fait, finalement, ça, je trouve qu'il y a d'énormes ponts qui se font entre les deux. En fait, on Ah parle oui, dans les deux cas Totalement. voilà, d'une Ouais, œuvre complètement, ouais. qui obsède les masses et qui les rend complètement L'œuvre maudite. voilà, quoi, tarés. mm. Euh, c'est ça, exactement. Et du coup, je trouve intéressant finalement. Je pensais pas que Cigarette Burns serait un film qui comporterait des thèmes qu'on avait déjà bien avant chez Carpenter. Mais voilà, en gros, c'est vrai qu'il y a certains films voilà, après, j'aime beaucoup The Thing aussi, mais c'est vrai que sinon, je suis pas un grand fan de Carpenter. Même Halloween, je l'apprécie, mais c'est pas le film que je vais me remater une fois par an, parce que c'est pas spécialement un de mes favoris, quoi. Peut-être pour rebondir sur ce que tu dis, Mehdi, je suis d'accord avec toi pour Cigarette Burns, où, enfin, tu le sais, car nous en parlons souvent. Oui. La fin absolue de Le Monde, comme ils disent dans le film, puisque c'est une œuvre française qui a été réalisée pour la série Master of Horror, c'est quand même un film qui Alors, mériterait d'être amplement plus connu. juste Camille, excuse-moi, juste pour ceux qui nous écouteraient, qui ne savent pas ce que c'est Master of Horror, du coup c'est une série, ou en gros une série d'anthologie qui regroupe plusieurs réalisateurs d'horreur qui ont eu le droit tous à faire un épisode, c'est sur 2 saisons du coup, avec du coup on peut retrouver Toby Hooper qui est le réalisateur de Chainsaw Massacre, il y a Dario Argento aussi qui est dedans, Joe Dante, et ça a été, et j'ai mangé le nom du monsieur qui a initié le projet, Mick Garris. Mick Garris, je te remercie. Vas-y. Et merci pour ces précisions. Et ouais, non, il y en a pas mal qui sont intéressantes, mais celui-ci en particulier, il sort, enfin, tu sens que Carpenter sort de sa zone de confort. Tu sens effectivement que, donc vous l'avez dit en anglais, en français, c'est L'Antre de la folie, qui est un film absolument incroyable, vraiment. Euh, c'est un des meilleurs de Carpenter. Mehdi a raison sur toute la ligne. Tu sens que là aussi, il sort un peu de sa zone de confort. En plus, il va aborder une thématique qui est finalement très connue, mais relativement peu abordée dans l'horreur, qui est l'œuvre maudite. Ça n'a pas tant été abordé de ça. Pourtant, c'est une thématique qui marche toujours beaucoup. Et là, effectivement, c'est un Carpenter qui est peut-être un peu plus subtil que ce qui nous habitue à voir. Enfin,
pour ce qui est, du coup, peut-être pour répondre à ta question du rapport à l'horreur, enfin, pardon, du rapport à Carpenter, parce qu'il est loin d'avoir fait que de l'horreur. C'est compliqué de dire qu'on n'aime pas John Carpenter quand même. Ça serait un peu. Peut-être qu'il y en a qui l'aiment pas, tu vois, mais je C'est trouvais possible, ça un hein. peu étrange. Ouais. Après, il a quand même fait des choses radicalement différentes. Déjà, il faut dire, alors, pour être d'accord peut-être avec certaines personnes qui n'aiment pas John Carpenter, Jojo n'est pas un grand scénariste. Ça, déjà, c'est un fait. Et peut-être que son gros souci a été de tout faire. C'est-à-dire, à un moment donné, il a fait ses propres scénarios. Et John Carpenter, il n'est pas super doué pour ça. John Carpenter, c'est un bon metteur d'ambiance. Il met l'ambiance de ouf. Il est bon pour ça. Il sait créer des atmosphères. On pourra reparler de la musique après, mais il a Autant. effectivement un apport énorme sur le sound design. Mais en tout cas, au-delà, on va dire, de ces quelques faiblesses scénaristiques, c'est un mec qui a effectivement durablement marqué le cinéma de genre et qui pourtant, on pourra en parler après, à son époque, hormis Halloween, a été très peu connu, très maltraité. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des films qui sont un peu maudits dans le sens où on a du mal à les aimer. C'est le cas effectivement de Prince des Ténèbres, qui est un film cheapos, hein, vraiment, clairement. Il a eu fait beaucoup de films sans budget. Et en fait, c'est un mec qui est un très bon bidouilleur avec pas beaucoup de moyens. Ça, il faut lui reconnaître. Alors, perso, sur les films que j'aime, donc Mehdi les a cités, car nous avons exactement les mêmes goûts, j'ajouterais quand même une très bonne comédie. Alors, j'aime beaucoup New York 97. C'est typiquement le genre de truc que j'aime, hein. Le disco post-apocalyptique, moi, ça me fait quelque chose. Faut voir hein, quand même ce film. Mais je pense que particulièrement, j'aime son premier long métrage qui s'appelle Dark Star, qui est un film relativement peu connu, qui est une comédie de science-fiction. Particulièrement chez Père, c'est un peu le Monty Python version science-fiction. À la fin, tu as un mec qui discute avec une bombe qui va bientôt exploser et qui lui fait remettre complètement en question son existence et le pourquoi de sa vie. Et c'est très beau comme conversation existentielle. C'est un super film et qui montre aussi tout le potentiel comique de Carpenter, potentiel qu'il n'a pas toujours très bien réussi à tenir, dans le sens où il a eu fait des comédies kitsch en science-fiction Ouais. comme New York 1997 ou plus tard Los Angeles. Mais par exemple, dans l'horreur, typiquement, on va pas revenir sur The Thing, c'est un film incroyable, on va pas questionner The Thing, mais il aurait pu avoir un apport comique aussi dans l'horreur. Il n'a pas fait de vraie comédie horrifique. Tu sens que sur Prince des Ténèbres, il a peut-être un peu ce ton de vas-y, je vais déguiser Alice Cooper en zombie, je vais peut-être faire un peu de comique, mais ça prend pas. Après, Bah, Invasion mais- Los Angeles, Pardon. Non, Mais excuse-moi. c'est de la SF. Ouais, mais du coup, il est un peu, il est un peu dans la comédie, quoi. Il est Là, il dans la commence. comédie depuis très longtemps, en fait. Tu regardes New York, c'est déjà de la comédie, mais dans la SF, il fait de la comédie. Dans l'horreur, il a beaucoup de mal à le faire. Et c'est peut-être là que, pour moi, il manque un maillon dans Carpenter, c'est que je me dis, putain, il aurait eu le potentiel, tu vois, de faire une bonne comédie horrifique. Je parle pas du coup de la partie science-fiction, et il l'a pas faite, quoi. Bah, surtout que en termes de comédie, moi j'ai un vrai plaisir coupable devant Big Trouble in Little China. Du coup, c'est Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin, Il devait être un western. qui devait être un western à la base, ouais, c'est ça, mais qui est ultra drôle en fait, en finalité. Ah, je suis Il pas fan, essaye moi. plein de trucs. Je Ouais, trouve ouais. qu'il a essayé plein de trucs. Et comme tu dis, on sait, moi je trouve dedans qu'on sait, on voit qu'il a voulu essayer vraiment. Il est à ça d'être dans la vraie comédie pure en fait. Et c'est vrai que c'est assez pertinent. Mais notamment, tu parlais de The Thing, que bien sûr on va pas revenir dessus, mais qui est oui justement ce film qui a un peu coulé sa carrière à une époque parce que ça a été vraiment le film sort en même temps qu'E.T. Le film sort en même temps qu'E.T. à l'époque et personne ne va voir The Thing et pour le peu de personnes qui vont le voir, c'est une douche froide au niveau de la presse alors que le film Ouais, ouais. est découvert Ouais. quelques années plus tard et devient Les gens étaient terrifiés aussi. ouais, un Mm. Les stand gens culte étaient quoi. terrifiés. Ouais, Il quand a ils été racontent les redécouvert en séances, VHS. ouais, ils disent que c'était horrible les séances. Ils sont arrivés, ils étaient seuls dans la salle. Les peu de fois où il y avait des gens, ils se faisaient huer. Tu te dis, ok, Quelle d'accord, horreur. hardcore. En fait, le film, il a été redécouvert en VHS et Carpenter, il a fait sa carrière grâce en fait au VHS. Hein. Et il y a un tas de films de Carpenter qui sont redécouverts. Enfin, je veux dire, Carpenter, il est revenu dans les années 90
il est revenu dans les années 2010, il revient aujourd'hui. Enfin, systématiquement, il y a des périodes où les gens redécouvrent Carpenter, c'est cyclique. Et effectivement, il a eu cette particularité dans sa carrière d'avoir ouvert tout un monde au niveau du cinéma d'horreur avec The Thing. Bon, il l'a ouvert avec Halloween, ça y a pas de souci, il y a eu un grand succès. Mais tu dis The Thing, les gens n'étaient pas au rendez-vous et aujourd'hui, ça nous paraît complètement, c'est Ouais, incompréhensible c'est quoi fou. pour nous. Moi, je sais que The Thing, quand je l'ai vu pour la première fois, et c'est peut-être ça mon rapport à Carpenter, c'est que Alien m'avait déjà ouvert un monde quand j'étais ado, mais The Thing, ça m'a ouvert un autre monde. C'est-à-dire que ça m'a ouvert le cinéma plastique, les effets en dur des années 80. Et je me souviens voir ça ado, alors que dans les années 2000, on baignait dans les effets visuels 3D dégueulasses, et me dire, mais ça existe, ce cinéma-là. Et après, j'ai vu Evil Dead, et là, tu te dis, bon, oui, on peut aller encore plus loin. Mais je me rappelle voir The Thing et me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Parce qu'en fait, on n'est pas quand même beaucoup à avoir grandi avec. Enfin là, nous, c'est pas notre génération. On n'a pas forcément grandi avec ce cinéma-là. Après, je sais que Mylène, toi, tu as vu des films des années 80 plus tôt. Moi, vraiment, cette partie, on va dire, body horror des années 80, je ne la connaissais pas avant, quoi. Et c'est un choc, effectivement, quand tu découvres ça. Et du coup, toi, Mylène, ton rapport avec John Carpenter? Alors moi, John Carpenter, c'est pas mon réal préféré, mais par contre, j'ai un affect tout particulier parce que je pense qu'à travers ces films, je me suis pris des grosses claques de cinéma. Et ça a forgé ma cinéphilie, mon goût pour le cinéma. Je pense que Halloween est l'un des premiers slashers que j'ai vu, vraiment. Parce que, en gros, j'avais commencé à regarder Carpenter parce que j'étais obsédée par les adaptations de Stephen King. J'ai lu très très jeune Stephen King et quand j'ai eu le droit d'enfin regarder des films dans ma chambre, là, c'était vraiment le Saint Graal. Et donc, je me suis dit, je vais regarder toutes les adaptations de Stephen King. Donc, je suis tombée sur Christine et là, je me suis dit, ok, il faut que je vois plus de ce bonhomme-là, ça m'intéresse. Et quand j'ai vu Halloween, il y a un truc un peu mystique qui s'est créé. Je veux dire, ma mère avait très peur du film, elle n'osait pas rentrer dans la chambre. Moi, j'étais fascinée par le film et tout. J'étais vraiment. Et là, je me suis dit, ok, là, ça me plaît. Je me T'avais rappellerai quel toujours de âge, la Mylène? scène. Bah, je devais pas être bien vieille. À mon avis, j'étais soit fin collège, soit début lycée, tu vois, mais Ah j'étais ouais. pas très vieille. Ah ouais. Parce que je fais partie de ces gens qui ont eu tard une télé dans leur chambre. Donc, du coup, j'étais pas non plus. Et. Et en fait, vraiment, je me suis pris la claque de ma vie. Michael Myers, je l'ai trouvé fascinant. En fait, c'est pas le meilleur tueur de slasher. On a des tueurs de slasher qui sont bien plus intéressants. Mais par contre, il y a un truc qui se crée dans la façon de le filmer, dans la musique, dans la lenteur de ses pas. Et moi, je me rappelle, mais je faisais des cauchemars de lui, quoi. Vraiment, ça a été mon boogeyman de manière bien... Voilà, il m'a traumatisée. Et ensuite, bien plus tard, j'ai découvert L'Antre de la folie. Et en plus, là, je regarde le truc, je me dis, ouais, mais c'est inspiré de Lovecraft, de Stephen King. J'ai l'impression que j'ai la science infuse alors que tout le monde le sait. Et, et voilà, je trouve qu'en fait, il arrive à être multiple, à être fascinant. À la fois, quand tu le vois dans les interviews, en fait, il a toujours eu un problème sur ses tournages ou alors sur la prod. On l'a empêché de faire ce qu'il voulait. Et tu sens qu'il est frustré. Même des fois, il est saoulé. Et d'ailleurs, tu comprends qu'aujourd'hui, il fasse plus de la musique que du cinéma parce qu'en fait, il a tellement eu de soucis sur ses films qu'en fait, à un moment, je pense que t'en as juste marre. Ouais, il en a marre Et, des dessins. bah c'est ça, en fait, il en avait marre. Par contre, il y a aussi un truc qui a beaucoup fonctionné dans sa carrière, c'est son duo avec Debra Hill, qui, là, en l'occurrence, tu peux vraiment voir la différence entre les films où elle a participé et ceux où elle n'était pas dessus le scénario, par Ouais, contre. clairement, clairement, ça c'est clair. Peut-être, Mylène, que si tu avais su que le masque d'Halloween, c'était en fait William Shatner C'est cœur, de quoi. Star Trek, C'est clair. de Star J'aurais eu Trek, moins peur. ouais. À Parce l'époque, que je savais pas cette information, mais oui, ça m'aurait peut-être aidé. du coup, on voit que ça, quoi, maintenant. Parce que moi, des fois, je regarde des photos du masque pour me rendre compte que, ah ouais, putain, c'est William Shatner, en fait. Mais moi, j'ai gardé mon trauma. Franchement, j'ai gardé mon trauma. Et je pense que vraiment, ma mère qui rentre dans ma chambre et qui fait oh, mais tu regardes Halloween, mais c'est horrible. Et qui referme la porte, ça a dû ajouter, tu vois, le oh, t'es dans la merde. Après, si on y Ok, du coup, réfléchit, Ouais, vas-y, vas-y. non, si on y pense 2 minutes, William Shatner aussi, il fait un peu peur. Donc, moi, je Ouais, pense que il fait j'aurais un eu peu aussi. peur, ouais. Ouais. C'est vrai, t'as raison, je pense. C'est pas C'est le mec le vrai. plus rassurant, c'est vrai. C'est pas le plus rassurant. Moi, je suis Oui. pas rassurée. Non, non, j'avoue. Mais en plus, tu as raison sur un truc, Mylène, c'est le côté mystique. Alors moi, Halloween, ça m'a pas beaucoup marqué parce que je suis pas... Bon, déjà, je l'ai vu tard et je pense que si je l'avais vu plus jeune, ça m'aurait marqué aussi. Euh,
je suis pas une grande fan de slasher. Je lui reconnais quand même sa force. Enfin, il est intense ce film quand même. Même si tu le regardes aujourd'hui, tu te dis ah ouais, t'es quand même bien inquiet. Je lui reconnais aussi sa capacité à caler le son à l'image et la musique à l'image. Ça, c'est assez fou parce que les jumpscares dans Halloween, ils sont quasiment tous que musicaux. Hein. Ah oui. C'est-à-dire que tu enlèves la musique et tu dis j'ai pas peur, mon gars. Ouais. William Shatner, ouais, bah, désolé, j'ai Ce que pas peur. ce que tu disais, ce que tu disais tout à l'heure, c'est un poseur d'ambiance, quoi. Un poseur d'ambiance, Halloween c'est William fonctionne à Shatner sur du 100% avec sa synthétiseur. musique. Ah bah ouais, William Shatner sur du synthé, c'est terrible quoi. Et c'est vrai que, par contre, ce que je dois lui reconnaître à ce film, c'est que, bah putain, il a un budget dérisoire quoi. Ils l'ont tourné en 20 jours. Ouais, Ils l'ont tourné en 20 jours. C'est un film quand même qui est censé se passer dans le Midwest. Ils l'ont tourné à côté d'Hollywood. Ils ont dû faire en sorte qu'il n'y ait aucun palmier qui ne se voit sur le tournage. Et en plus, ils ont fait des fausses feuilles. Enfin, ils ont mis des feuilles pour faire genre c'est l'automne et tout à côté d'Hollywood. Mais les gars, vous êtes tarés. Alors qu'ils avaient un budget dérisoire. Donc c'est quand même un film qui effectivement est super bien bidouillé par rapport à ça. Et c'est vrai que tu ressens une angoisse. Aussi, ce que disait Mylène, c'est le côté mystique. Bon, elle l'a ressenti parce que c'est Mylène et qu'elle est chelou. Mais, mais dans le fond. Non, mais Mais attends, avant d'oublier, je te donne une anecdote. Tu pourras demander à ma petite cousine qui avait même pas 10 ans, à qui j'ai voulu faire voir Halloween. Elle a vu, Oh. je pense, 15 minutes et elle m'a dit, tu es une psychopathe. C'est Voilà, si tu m'écoutes, Chloé, je t'aime, mais je m'excuse pour ce trauma d'enfance. Mais c'est vrai que ce qui est fou aussi, c'est que c'est vraiment un tueur mystique, en fait, complètement déshumanisé. Et je pense que cette thématique, elle a marqué durablement, en fait, le slasher et de manière générale le cinéma d'horreur, quoi. bah, ouais, parce que Halloween, c'est pas le premier slasher, techniquement, du coup, mais c'est celui qui a, je pense, contribué à populariser le plus la figure du slasher. Je pense que Mylène, t'es bien placée pour. Oui, totalement. Le premier slasher, enfin, du moins, celui qui est considéré comme le premier slasher, parce que c'est très compliqué de dire le premier slasher, c'est Black Christmas qui est sorti en 74. Mais avant, on avait quand même des films comme La Baie Sanglante qui étaient déjà vraiment en train de mettre des codes. D'ailleurs, Vendredi 13 a copié l'une des scènes de meurtre de La Baie Sanglante. Donc, petite référence, pas du tout méta, juste copié. Mais comme tout ce que a fait Vendredi 13. C'est un hommage, Mylène. C'est un hommage. Ouais. Vendredi 13 a fait beaucoup d'hommages, je trouve. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. 99% d'hommages dans ces films. Et du coup, effectivement, Halloween, en fait, va faire en fait un Blooby-Boulga de tous les précurseurs, Le Voyeur, Psychose, tout ça, et populariser et mettre surtout en forme les codes du slasher. Parce que dans Black Christmas, on n'a pas tous les codes, en fait. Il y a vraiment la majorité partie des codes, mais les codes sont mis en place avec la Final Girl par John Carpenter. Bien qu'à l'époque, je suis pas sûre qu'il ait conscience de populariser un genre, en fait. Et après, vu que ça marchait bien, il y a eu l'exploitation. Il fallait faire des films très rapidement avec très peu de budget pour des adolescents. Donc, il fallait les faire, enchaîner les slashers. Et c'est là que ça a commencé à être vraiment populaire. Ouais, avec Halloween, 6 Halloween, c'est ça? 6 Halloween plus les Ouais, 3 puis remakes, après, les 3 remakes récents? incroyable. Non, il y en il a 7, je il y a- crois. Non, il y en a 8. il y en a 8. Il y en a 8. 8, après le 6, t'as Halloween 20 ans après. Ah mon T'en as Dieu, deux. oui, Qui est l'un c'est des vrai. meilleurs. Il est incroyable. Il est H20, incroyable, incroyable. Incroyable. H2O, incroyable. Je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas vu, j'avoue. Et ben, ce qui est intéressant avec celui-ci, moi, c'est un de mes films préférés, là aussi, de Carpenter. Hey, c'est Karl d'un autre espace et d'un autre temps. Camille m'a demandé d'apporter une petite correction à l'épisode parce qu'elle avait tellement envie de parler d'H20 qu'à partir de maintenant, vous allez entendre plein de fois que c'est un film de John Carpenter, ce qui n'est pas le cas. Bah bon, lui, on veut pas, c'est des petites menteries passagères, mais elle y croit en tout cas, c'est sûr. Hein. Donc voilà, retour à l'épisode. Sachant que je rappelle quand même que j'aime beaucoup Halloween 6, qui est une des pires bouses du cinéma d'horreur. Mais je tiens à le dire. Non, mais Camille. Mais je m'explique. Carpenter n'a rien à voir dans Halloween 6. Hein. Il a juste touché de la thune. Par contre, H2O, Halloween 20 ans après, c'est intéressant parce qu'il y a une esthétique 90 qui est extrêmement marquée, quoi. Et tu sens un peu une influence Scream, justement. En fait, c'est la boucle qui est bouclée parce qu'en gros, Williamson s'est inspiré d'Halloween pour faire son Scream. Et en fait, Voilà. il participe à Halloween H20. Et là, du coup, il y a du Williamson dans ce film. En fait, il y a même un moment, ils sont même en train de regarder Scream 2
durant H20. Oui. Et en fait, tu as plein de références, et même la façon de tuer les meurtres sont très Scream, en fait. Et Oui. du coup, c'est marrant de se dire que H20, c'est l'héritier du néo-slasher, alors que du coup, Scream était Ouais, l'héritier d'Halloween. Et ça, je c'est trouve ça. ça super beau. Et je Que- crois que c'est pour ça que je l'aime autant. Et c'est beau de se dire que c'est quand même Carpenter derrière, donc le mec a aussi Oui. une capacité à s'amuser, c'est-à-dire qu'il va aller voir les autres réals, il va se dire bah voilà, je kiffe ça, donc je vais refaire un film mais avec cette ambiance-là. Enfin, le mec en fait, il s'amuse quoi, il touche un peu à plein de choses et c'est aussi ça qui fait sa force quoi. Comme disait Mylène, il a une capacité à aller dans plein de genres différents et même quand il refait Halloween du coup 20 ans après, il le fait d'une façon complètement différente et ça je trouve ça super chouette. Et puis je Oui. pense qu'il a bien su s'entourer en fait. Et surtout que H20, ça marque un tournant parce que c'est la première fois que Jamie Lee Curtis, elle revient. Et du coup, c'est quand même quelque chose de très fort parce qu'en fait, jusqu'à maintenant, elle avait vraiment mis ça de côté. Elle voulait plus faire de l'horreur. Et donc, moi, j'aurais vraiment voulu le découvrir à l'époque où il est sorti et vivre un peu la frénésie de revoir toute la team qui revient. Enfin, je pense que ça devait vraiment être incroyable, surtout après la sortie de Scream. Euh, Ouais, mais dans Halloween 6, il y a Paul Rudd. Non, mais arrête, Camille, je suis sûre que tu as vu tous les montages en plus de ce film. Horrible, horrible. Mais dis, t'en penses quoi d'Halloween 20 ans après? Moi, je suis entièrement d'accord avec tout ce que vous dites. 20 ans après, c'est ultra jouissif à regarder. Et effectivement, ça incarne une grosse partie de l'esthétique des années 90 pour un élément notamment, les manches beaucoup trop longues de Josh Hartnett. Beaucoup trop long. C'est les années 90, la fin des années 90, ça. Et il y a Michelle Oui. Williams en plus qui avait joué dans Dawson de Kevin Williamson. Enfin, de toute façon, lui, il met des clins d'œil dans tous ces trucs. Voilà, donc je sais pas si Karl, l'objectif c'était de parler de H20 pendant Eh une heure, bien, mais on tu est vois, je n'ai pas parti. vu H20, mais vous m'avez donné envie de le voir, donc j'irai le voir directement après ce podcast, tu vois. Très Mais sympa, ouais, très sympa. Il est incroyable. voilà. Mais voilà, j'ai pas déjà assez de films à voir ou à rattraper. Mais Je peux ouais, t'envoyer une liste de slashers si tu veux. Oh Ah, my mon Dieu, god. Non, non, encore non, plus, non, toujours plus. Euh, non. du coup, ouais, tu parlais de Jamie Lee Curtis tout à l'heure, du coup, qui émerge avec, du coup, c'est son premier film, Halloween, enfin, Elle était Halloween, dans des séries avant, ouais. elle jouait dans des Ouais. séries, voilà. Son premier film, c'est Halloween. Du coup, elle devient la première Final Girl, même si, comme tu disais tout à l'heure, c'est pas, enfin, je pense pas que quelqu'un qui crée un genre, tu t'en rends compte au moment où ça se passe, en fait. Non, puis Donc, on l'appelait pas comme ça à c'est ça. l'époque non On plus. l'appelait pas C'est comme ça à ça, l'époque. parce qu'en fait, le slasher, il a vraiment été théorisé dans les années 90 par une autrice, Carol G. Glover, qui en fait a donné les termes comme Final Girl, elle a sorti un livre dessus. Et en gros, la genre du slasher, c'est 78 jusqu'à 84. Tu peux pousser jusqu'à 86, mais c'est compliqué. 84, 86, ça commence déjà à être un peu tendu. Et en fait, je pense que clairement, nous, aujourd'hui, on a beaucoup de recul, mais il y a peut-être au moins eu 5 ans avant qu'ils se rendent compte qu'ils étaient en train de créer un genre. Ils Ouais. étaient conscients de reprendre une formule. De là à dire on a fait le genre du slasher, c'était autre chose. Aujourd'hui, on lui prête beaucoup de fantasmes aussi à ce genre, c'est-à-dire que on parlait de l'influence des années 80 actuellement. Le slasher, ça revient beaucoup en force en fait. Il y a toujours eu, comme dit Mylène, des périodes en fait où c'est revenu, notamment dans les années 90 parce que ça a été théorisé à ce moment-là. Il faut pas non plus lui prêter trop d'intention au slasher. Notamment bon, au personnage de Jamie Lee Curtis. C'est vrai que c'est très chouette à l'époque hein, d'avoir un personnage féminin qui a du texte, qui a une vraie histoire à raconter. Bon, tu regardes Halloween 2, elle passe quand même son temps à chialer, à s'enfuir et à se faire sauver à la fin par un homme. Enfin, je veux dire, il faut aussi remettre les choses dans le contexte. Hein. John Carpenter, c'est un monsieur de son époque, hein, c'est pas un grand féministe. Alors oui, on peut continuer à parler de l'apport notamment par rapport aux personnages féminins des années 80, parce que c'est vrai qu'il y en a un, mais on n'est pas non plus dans une représentation. Enfin, c'est quand même le slasher, ça reste un genre relativement basique pour ça. Je pense pas qu'à l'époque ils se disaient on va représenter les violences faites aux femmes. Enfin voilà, il y a pas une intention marquée comme ça. Après, c'est vrai que ça reste une satire sociale. Mais l'intention n'était pas marquée à ce point-là. John Carpenter, c'est un mec quand même qui s'amusait et qui a très peu intellectualisé ses propres films. Après, on peut le faire avec le recul, hein, c'est toujours intéressant de Oui, le oui, comme faire. tu dis, de toute façon, Halloween, ça se voit, c'est le truc, ça a été tourné en 20 jours dans une maison qu'ils ont construit, enfin qu'ils ont retapé à la va-vite pour enchaîner sur la première scène du film, qui est la dernière scène du coup qui a été tournée, l'espèce de caméra avec le petit enfant, enfin du coup le jeune Michael Myers qui est sous son masque.
c'est fait en 20 jours, c'est Carpenter qui fait la musique, c'est tourné dans une rue, tout le film est tourné dans une rue. Je pense pas que le mec était là en train d'écrire, oui, comme tu dis, de mettre en avant, je vais révolutionner l'écriture des personnages féminins, Non, et tout clairement ça, pas. voilà. Et, mais notamment, je trouve que dans le film, on voit un petit peu tout ce qui fait une grosse partie de son cinéma, c'est-à-dire que il joue beaucoup sur l'invisible et ce qu'on voit pas, en fait, aussi. Notamment, bah, du coup, parce que il y a beaucoup de plans qui sont super bien mis en scène au niveau de comment des entrées dans le champ de Michael Myers, qui du coup répond pas aux règles un petit peu de la caméra, si tu veux. Et ça, c'est cette espèce de débrouillardise, on va dire ouais, de débrouille, quoi, de débrouille. C'est ce qui va un petit peu synthétiser. Enfin, pour moi, c'est une grosse synthèse de son cinéma, de ses débuts, même sur sa fin, je suis beaucoup moins fan, mais je trouve que c'est ce qui inspire vraiment son cinéma, en fait. Bah, Mais c'est-à-dire qu'il peut faire peu. Vas-y, ouais, Mehdi. non, non, mais ouais, ce que tu disais, tu parles du fait qu'effectivement, il traite beaucoup de l'invisible et enfin, voilà, de tout ce qu'on voit pas. Et effectivement, en fait, finalement, quand on y pense, la scène d'intro du film de Halloween, c'est entièrement ça, en fait, parce que on a l'horreur montrée de manière absolument frontale, mais sauf qu'en fait, concrètement, l'intérêt de la scène, c'est justement de montrer qui porte le couteau, et finalement, ça, étant donné qu'on est sur une vue subjective, c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir, sauf jusqu'à la fin de la séquence. Il y a Et quasiment pas de son, en plus. oui, en plus, il y a, Halloween. il y a très peu de sons. Et c'est super intéressant, en fait, de se dire qu'on a regardé une scène d'horreur, mais qu'en fait, euh, toute l'horreur de la séquence, finalement, elle se révèle concrètement qu'à la toute fin, quand on comprend qui est-ce qui a commis ces meurtres, quoi. C'est super intéressant. Bah, du coup, ça devient très sensoriel, en fait, comme expérience. Et oui, et ce qui est ouf, c'est que tu te dis, le mec a réussi à faire ça, et après, enfin, il réussit aussi à faire The Thing. C'est-à-dire que le gars, il peut aussi être capable de t'en mettre vraiment, littéralement, Mm. plein la tronche, avec des effets visuels qui l'ont coulé parce que ça a coûté bonbon. Mais tu te dis, il peut faire effectivement avec peu de moyens et finalement rester dans une forme de mystère planant, inquiétant. Et après, il peut faire du body horror bien trash. Il peut faire aussi des comédies de science-fiction où là, il n'y a pas beaucoup de mystère et voilà, New York 1997, c'est je t'en mets plein la gueule aussi. Enfin, il a quand même une capacité à surfer sur beaucoup de registres différents. C'est Un assez biopic sur impressionnant. Elvis, hein. Il a C'est fait un vrai biopic qu'il a sur Elvis. son biopic Il sur est fan Elvis. de blues. Immonde, Il c'est est fan, c'est atroce. Il est fan Ouais. de blues rock. Ah, c'est trop horrible, le roman d'Elvis, Oui, c'est vrai. incroyable. Oh, mon Dieu. Imaginez Carpenter, parce qu'on rappelle quand même que l'utilisation du synthétiseur, c'est en fait une nécessité obligé, c'est-à-dire qu'il n'a pas de thune, donc il prend un vieux synthé. Imaginez Carpenter avec de la thune, il aurait illustré tous ses films avec du blues rock. Quelle horreur. Non, Et ça faut qu'on craint. arrête d'aller aussi loin, là. Oui. Il faut qu'on se calme. Non, mais je te jure, après il a fait Vampire, c'est quoi? C'est du blues rock. Los Angeles, c'est quoi? C'est du blues rock avec des synthétiseurs. Pas Ghost Et of je jure, Mars. Ghost of Mars, c'est un non. peu metal rock et tout. Ouais, mais bon, tu vois, le gars, il finit quand même par revenir au blues rock. Il se dit, j'en ai marre de mon synthétiseur, moi je veux du rock qui tâche, et que ce soit dégueulasse. Non, non, heureusement quand même qu'on lui a C'est dit que t'as pas de thune. Sinon, c'est vrai que dans l'antre de la folie, c'était ça aussi. Ça Oui, commence oui. et ça se termine Ça avec un commence. gros morceau de. Ouais, 90, c'est un gros morceau de blues rock que je vais me faire un plaisir de mettre à la fin de cet épisode en Ah, outro. ah, avec plaisir. Non, non, mais je déconne pas. Heureusement qu'il n'avait pas de moyens. Ça l'a obligé à expérimenter des choses, quoi. Parce que sinon, il en serait peut-être pas là, le type. Hein. Non, mais, Comme quoi, des fois, le manque de moyens dans le cinéma, c'est quand même une contrainte bah, nécessaire pour inventer. Hein. regarde, par exemple, tu parlais de Dark Star tout à l'heure. O'Bannon, c'est à partir de Dark Star qu'il va commencer à écrire Alien. Ouais, Et 60 000 c'est ça. Darkstar. Hein. Il y a rien. Hein. Il n'y a que dalle. Et R. pourtant, c'est un truc qui aura été une des prémices d'Alien, quoi. Donc c'est assez marrant, quoi, de voir ça. Je savais pas ça. Ouais, si, il a écrit. En fait, tout ce des choses qu'il a écrites sur Dark Star, c'est ce qui l'a inspiré. O'Bannon, il en parle enfin, sur plein d'interviews et tout, que c'est avec ça qu'après il a démarré pour écrire le speech d'Alien. Je parle vraiment de Darkstar avec un espèce de monstre alien qui est littéralement une boule, un ballon de baudruche rouge. D'accord. Non, mais ok. C'est quand même fou, hein. Les rencontres. Ah, la vie. Et après, il fera le retour des morts vivants, où ça va être gluant, horrible. Voilà.
Finalement, quand on parlait de son film qu'on a peut-être le moins aimé, enfin moi il y en a un autre tiens, que je trouve un peu déconnant sur le ton, c'est The Fog, où je trouve que c'est un film qui est appréciable parce qu'il est rigolo. Il y a quelques scènes que j'aime beaucoup l'actrice principale en plus, dont j'ai bouffé le nom. Mais j'aime beaucoup la Dans The scène. Fog, c'est Jamie Ouais, Lee Curtis? non. Non, non, celle qui fait la radio. Et en plus, Ah, elle joue. celle qui fait la radio, oui. Excuse-moi. Ah, j'ai perdu Je sais son nom. plus, mais en gros, tu la vois là dans son phare au début, c'est vachement bien, j'adore cette scène. Puis après, il a du mal dans ce film-là, je trouve, à jouer justement sur le. Et... C'est qui? Là? Adrienne Barbeau. Adrienne Barbeau, ouais, Ouais, c'est ça. voilà. Ouais, ouais. Il a du mal à jouer sur l'aspect parce que là, c'est vraiment des monstres que tu vois pas, étant donné qu'il y a The Fog justement, le brouillard, donc tu ne les vois pas. La brume est plutôt pas trop mal représentée dans ce film, mais par contre, la tension, c'est pas ouf, quoi. C'est-à-dire que tu te dis, gars, t'as réussi à faire Halloween. Là, t'as quand même une tension possible grâce justement à l'arrivée d'un brouillard et tout, ça pourrait être incroyable. Bah, il pêche un peu ce film-là aussi, comme Ouais, L'Antre je de suis la totalement Folie. d'accord. Ouais, hein. Comme dans, pardon, pas L'Antre de la Folie, comme justement Prince des Ténèbres, où tu te dis, gars, tu sais pas, tu sais, genre, Carpenter, c'est soit il arrive effectivement à pas trop montrer les choses, et donc tu te dis, il y a un mystère qui plane, soit il t'en met plein la gueule comme dans The Thing, mais là, ces espèces d'entre-deux comme The Fog et puis encore une fois Prince des Ténèbres, moi, ça me touche pas beaucoup, quoi. Et encore, Prince des Ténèbres, l'ambiance, je trouve qu'elle fonctionne très bien, même s'il a Ah plein ouais, de défauts. L'ambiance, elle m'embarque. Par contre, The Fog, mais je me fais chier à chaque ouais, fois. c'est chiant. C'est un film, quand je l'ai découvert, je me suis dit, ok, je comprends pas, juste ça me saoule. J'ai trouvé que ça faisait très peur bleue dans l'esthétique et tout, enfin, et pas du tout. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas, ça marchait pas. C'était une histoire de fantôme qui fonctionnait pas. Je m'en souviens. À chaque fois, il y a aucun acteur sauf Adrienne Barbeau qui me marque. Et en fait, je trouve que pour moi, c'est un film qui est grave en dessous de toute sa Oui, oui, filmo. complètement. Mais pour moi, Prince des Ténèbres, enfin, peut-être que Mehdi, je sais pas si tu es d'accord avec ça, mais ce qui pêche dans Prince des Ténèbres, peut-être que la tension est pas trop mal. Moi, je l'ai pas ressenti, mais je trouve que c'est l'esthétique. Je trouve que dans Prince des Ténèbres, on manque vraiment d'une esthétique marquée, quoi. Je suis d'accord, en fait. Effectivement, l'esthétique est pas. Enfin, Carpenter a su parfois nous habituer à mieux. Et surtout, en fait, moi, mon souci avec Prince des Ténèbres, j'en ai deux. Il y a, dans un premier temps, le rythme. En fait, il y a certains éléments du film qui sont symptomatiques d'un rythme qui est ultra dilué et parfois sans que je comprenne vraiment pourquoi. Un exemple tout bête, mais au tout début du film, on voit un professeur arriver à son université. Donc, on le filme de loin arriver et ça dure très longtemps. On montre un mec qui marche en direction de la caméra pendant. Enfin, c'est un plan qui doit durer, je sais pas, entre 5 et 10 secondes, mais ça reste beaucoup trop longtemps. Et on a un autre plan derrière qui suit où on continue à le voir en train de marcher. Et tu te dis, mais pourquoi? Et en fait, il y a plusieurs éléments comme ça dans le film où vraiment on prend notre temps et je ne comprends pas pourquoi. L'autre élément qui fait que j'ai dû m'y reprendre à 3 fois pour finir, pour voir Le Prince des Ah Ténèbres. oui, carrément. Ouais, ouais, vraiment, j'ai eu du mal. C'est Ouais, quand même. c'est justement Le en mec parler. s'est endormi. Non, mais oui, Quoi. mais c'est parce qu'on évoquait justement le fait que Carpenter, un de ses points forts, c'était de bien savoir placer sa musique pour créer des ambiances, Non, etc. là, c'est nul. Là, c'est nul à Voilà, et chier. le problème, c'est que dans Ah ouais, Prince des Ténèbres, il y a une nappe musicale qui est là tout du long, effectivement, ouais, ouais. qu'il a travaillé, hein, c'est lui qui a fait la musique, mais elle est tellement présente tout du long que Ouais, finalement, ça ne rythme plus le film, ouais. ça le dilue, et du coup, ça m'endort. Je suis devant le film, vraiment, Comme un je ferme film les yeux. d'horreur des années 70, tu sais, où tu as une musique tout du long, là, et tu es en mode, putain, mais arrêtez cette musique, quoi. C'est Genre, c'est exactement ça. il est quand même censé être enfin, être hyper bon pour justement caler le son sur l'image. C'est vraiment sa spécialité. Et là, Oui, sur Prince des Ténèbres, il n'y arrive pas, quoi. Déjà, la musique de base est pas ouf. Mais oui. ça encore, why not, tu vois. Mais en plus de ça, là, tu sens que, enfin, tu te demandes vraiment ce qu'il a fait. Est-ce qu'il a fait la musique Il avec était Ah, bourré. trop bourré. Tout s'explique. Alice Cooper, non mais je veux dire, à un moment donné, tu tournes avec Alice Cooper, bah t'es bourré, quoi. Enfin, je veux dire, c'est En bon, plus, quoi. Alice Cooper, il est trop fier. Genre, il en parle, il dit ouais, quand il m'a demandé de venir, j'étais trop content. Il raconte tout, c'est comment il est mort et tout. T'es là, ok. Tu m'étonnes, tu m'étonnes qu'il devait être fier. Et c'est littéralement son fonds de commerce, le cinéma d'horreur, la Ah manière non, dont mais là, il il exploite était dedans. comme un coq en pâte. Hein, Non, mais en vrai pour ça, c'est rigolo quand même. Enfin, je pense que c'est faire venir une rockstar comme Alice Cooper sur le tournage, c'est marrant. Mais c'est vrai qu'il pêche un peu ce film et il est quand même relativement connu. Puis là,
Son histoire de trilogie, moi, j'ai jamais compris, hein, parce que pour moi, ça n'a pas vraiment Bah, sens. Oui, non, mais pareil, moi, oui, je suis pas trop c'est d'accord, hein. la trilogie de l'Apocalypse pour moi, elle n'existe pas vraiment. Et au contraire, je trouve que c'est plus intéressant de mettre en écho ce qu'on disait euh, dans l'Entre de la Folie et Cigarette Burns, qui du coup se font beaucoup plus écho et qui auraient plus, Ouais. qui serait plus, on va dire, un faux diptyque, tu Carrément, vois. Mais carrément. Totalement. Carrément. Et puis, et visuellement, qui sont assez ouf. Enfin, même ouais, Land de la folie, tu dis aujourd'hui, il pourrait un peu pêcher quand même au niveau de ses effets spéciaux, parce qu'on est quand même purement dans du 90 effets de synthèse enfin, c'est compliqué pour ouais. nous Mais aujourd'hui c'est Oui, de voir ça. incroyable, Camille, Et c'est c'est encore, incroyable. oui, Mylène, Mm. tu sais que j'adore ça. Mais là, il n'y a pas ce côté cheapos. Et c'est assez incroyable pour ça. Et puis, sur le coup, les effets de Cigarette Burns, de le fin absolute de l'amande, c'est vraiment, c'est un des trucs les plus perturbants que j'ai vu, je pense. Ou Mais les intestins ou. ouais, Les, ouais, les mains dans la jugulaire. ouais, Ah il y a plein de trucs où je putain. me suis dit, tu sais, le film, il te tabasse pas, il en met pas trop, mais c'est un des trucs les plus perturbants que j'ai vu, quoi. Alors que je me dis, c'est bon, c'est un épisode de Master of Horror. Enfin, j'y étais vraiment pas allée comme ça à la base. Je me dis, bon, bah, Carpenter, ça vu The Thing, c'est bon, a priori, tu vas pas être tourné par un épisode de Master of Horror. Et je trouve il va vraiment loin quand même Mais parce dans qu'il est tellement l'imagerie. dans la fatalité, dans le drame et tout, tu vois, pur, qu'en fait, il te fait mais bader au plus profond de toi. Enfin, moi, à chaque fois que je le vois, genre Ouais, quelques heures après, je suis là. Le monde, la vie, l'essence de la vie, je ne sais ouais, plus il est trop. hardcore, hein. Il est vraiment hardcore. Pour un Carpenter, je le trouve hardcore. Enfin, il Mais est c'est l'un des meilleurs Master of Horror, hein. Ouais, mais Ouais. encore une fois, pour Carpenter qui nous habitue à des trucs un peu quand même goofy, ouais. Ouais, Enfin, là, t'es un peu en mode, bah, qu'est-ce que, mec, t'as réussi à faire ça? C'est si peu connu par rapport à ce que ça devrait être. non, Après, clairement. j'ai une supposition à faire là-dessus, sur le fait que sur celui-là, il se soit vraiment lâché. On a parlé plusieurs fois, on a évoqué plusieurs fois le fait qu'il a souvent été emmerdé par des producteurs, etc., sur tous ses films et qu'il n'a jamais pu faire vraiment ce qu'il voulait. Euh, et en fait, pour le coup, le mot d'ordre de Mick Garris auprès de tous ses réals sur Masters of Horror, c'est vous avez carte blanche, faites ce que vous voulez. Donc je pense qu'en fait, il y est allé à fond, en fait. Si bien qu'il y a même un autre épisode de Masters of Horror qui est La Maison des Sévices. Je crois que je sais pas si c'est Takashi Miike ou je sais plus qui c'est Je qui. crois que c'est Takashi Miike, Oui, Oui, ouais. c'est Ouais, je ça, crois. c'est ça. Et celui-là, pour le coup, c'est le seul qui a été carrément interdit de diffusion à la télé parce qu'il était beaucoup trop violent. C'est un épisode de torture, en fait. Ah ouais, il a Ouais. été interdit. Ouais, ouais, il a été interdit de diffusion, c'est le Déjà, seul. déjà, je me dis, même celui-là, tu vois, de Carpenter, j'aurais pas aimé le croiser à la télé, quoi. Franchement, Oui. Oh, moi, ça Ouais. dépend. À 12 ans, j'aurais bien kiffé, hein. à 12 ans. À 12 ans, putain. Bah, Ah mon non, premier c'est film d'horreur, c'était La hardcore. Mouche. Alors, tu sais, j'étais prête, hein. Ouais, Ouais, Cronenberg, moi, ouf. ça veut dire quoi? Non, non, ça Ah, m'a trop trauma. Ça m'a trop Ah, ça trauma t'a vu trauma. trop Ouais, c'est jeune. marrant. Ah oui, oui, bah oui, hein, il y a des c'est vrai que c'est le genre de film, surtout que nous, on a grandi dans les années 90, on était moins habitués, hein, au body horror, hein, Clairement. c'est pour ça que tu te dis quand tu découvres ça, même, voilà, moi j'étais adolescente, j'étais plus âgée que toi, Mylène, quand j'ai découvert ce cinéma-là, j'étais hyper perturbée, quoi. À la fois, je me fendais la gueule, quoi. Je me rappelle voir The Thing et Evil Dead. Pourtant, bon, le niveau humoristique est loin d'être le même, quoi. The Thing, c'est quand même angoissant. Mais moi, sur The Thing, je rigole, mais c'est pas du tout un rire de moquerie. C'est un rire, ouais, tu sais, de soulagement en mode nerveux. qu'est-ce qui se passe? Et effectivement, bon, il y a Crocro, il y a Cronenberg qui est connu pour ça, mais bon, Carpenter, quand même, sur ce cinéma-là, il a apporté énormément. Ouais. Je pense qu'il a, enfin, on parle beaucoup de l'horreur, mais je suis désolée, au niveau de la SF et des films de héros, il a apporté des trucs de ouf aussi. Kurt Russell. Mais car déjà, je l'aime profondément. Ah Épouse-moi ouais. dans le passé, parce que tu n'es plus le même aujourd'hui, mais épouse-moi. Non, il Et est avec Goldie Hawn, ils peuvent pas se séparer. ah, ouais, mais bon. Et il est juste, mais c'est tellement drôle, cette espèce d'anti-héros américain complètement stupide. Enfin, je veux dire,
Enfin, mais moi, je l'adore, quoi. Je me dis, Mm. mais déjà, les gens à l'époque, quand ils regardaient, je sais pas, Predator, par exemple, il y en a qui devaient prendre ça au premier degré alors que c'était construit exactement de la même manière, en mode Schwarzy avec ses gros muscles. Bon, c'est quand même Il un peu construit des rigolo, quoi. cabanes, c'est nul. Construit des cabanes. Non, mais c'est juste aussi un ton humoristique qu'il faut replacer dans son époque. Dans la guerre froide, il y a la guerre du Vietnam aussi qui a bien marqué à cette époque. Carpenter, il a quand même envie de montrer le côté Amérique puritaine Ouais. et l'armement massif, Bah, l'obsession pour les armes. il Et a il le montre. grandi. Ouais, Il a grandi aussi dans un milieu très extrême droite américaine, quoi. Donc, Bah oui, c'est ça. Donc il a envie de représenter ça. Il le représente. C'est pas très politique non plus. Hein. non. Faut pas. Tu vois, tu parlais de Big Trouble in Little China. C'est quand même un des films les plus politiques du monde. Oui, non. Mais qui est quand même tenté de colonialisme, c'est sûr. Mais bon, il a quand même une envie d'aller un peu contre aussi les héros musclés Ouais, basiques bah de il fait passer l'époque. Kurt Russell pour un débile, donc pendant tous les films où il est, donc Mais oui, et en même temps, tu c'est l'aimes ça. quand même. Mais moi, j'adore aussi cet humour-là. Et je pense que je sais même pas, honnêtement, je sais même pas comment aujourd'hui on peut encore faire des films de super-héros au premier degré, tu vois. Moi, je regarde Marvel des fois et je me dis, les gars, attendez, vous pouvez plus, quoi. C'est plus possible. Prenez exemple sur John Carpenter, Mais ils le faites-nous des savent, ils sont anti-héros. dans le déni, ils le Oui, Ah, savent. mais oui. C'est tellement plus cool d'avoir des anti-héros comme ça. Et pour ça, ouais, pour ça, moi, je l'apprécie aussi ouais. beaucoup. Bah, surtout que le personnage de Kurt Russell, en plus, c'est Netflixen. Snake Plissken, plus compliqué, qui a inspiré du coup le personnage principal de Metal Gear Solid en jeu vidéo, de Hideo Kojima, du coup Solid Snake. Ah ouais, Ouais, ouais. c'est le même personnage. Voilà, je crois juste le cache-œil est de l'autre côté, mais Ouais, il est génial ce perso. bah, bien Enfin, sûr. et je pense que moi, quand je découvre New York 1997, c'est pas, je dis pas la même chose que quand je découvre le film, bien sûr, mais je me dis la même chose. C'est-à-dire, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Où j'ai vraiment l'impression d'avoir un ovni, mais même un ovni de l'humour, du coup, parce que c'est un humour que nous, à notre époque, quand on est jeune, dans les années 90-2000, on ne voit pas beaucoup, en fait. Et c'est un peu ce que tu disais, Mehdi, au tout départ, quoi. C'est-à-dire, c'est aussi cette capacité des années 80 à être satirique, en fait, hein, et Ouais. à prendre énormément de recul et à garder un second degré tout en réussissant à, oui, te faire des grandes odyssées, des grandes aventures. Mais t'as aucun héros qui est vraiment parfait. Enfin, je sais pas, par exemple, te dire que t'es fan de Harrison Ford dans Indiana Jones, c'est clairement assumer Il que est t'es insupportable avec les un connard, femmes. quoi. Oh là là, Mais oui, quel mais enfoiré, quelle mais horreur. c'est fait pour ça. C'est-à-dire que même à l'époque, il faut bien comprendre que personne fait ça au premier degré, quoi. Même Predator, personne utilise Arnold Schwarzenegger au premier degré, ou très rarement, quand même. Après, tu as ceux qui ont compris et ceux qui n'ont pas compris. Finalement, notre cinéma à nous, dans les années 90-2000, est beaucoup plus premier degré et on perd un peu ça, quoi. Ouais. Ouais. C'est clair. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, du coup, on parlait de du coup Escape from New York, mais il y a Escape from Los Angeles aussi. À Los Angeles, ouais, j'en ai parlé tout à l'heure. Là, Bah on oui, est t'en as sur un parlé. degré Ah ouais, non, supérieur mais là, d'humour débile. là, c'est Clairement. incroyable. Surtout la scène de Ah ouais, fin avec le regard caméra et tout. Enfin, bien sûr. c'est Coup de assez. frappe, là, ah non, c'est incroyable. Il devait y avoir un 3. Enfin, il devait y avoir un troisième volet d'Escape. Ah ouais? Malheureusement. Ouais, il devait y avoir C'est un vrai troisième volet d'Escape, mais il n'a pas été fait. Problème de producteur, tout ça et tout. Et vu qu'il a raccroché la caméra, John, bah, il sera pas. J'aurais bien voulu voir encore pousser plus loin. C'était Escape from Earth, le projet Oh potentiel. Ok. là là, ils vont dans Évidemment. l'espace. Enfin, Évidemment, toujours plus loin. évidemment, ils vont dans l'espace, quoi. Et non, mais on a déjà, on a déjà des. Mince, la saga. Ah, Jason. aidez-moi, les voitures, Fast and Furious Ah, pour ça. Fast and Furious qui vont aller, oui, qui vont dans l'espace. Ouais. Oh mon Dieu, oui, c'est pas possible. Oh là là. C'est trop Je me bien, suis Fast and arrêtée Furious, au ok. 1. Ouais, non, mais Mehdi, t'es fan du 3, ok, d'accord, assume que c'est ton film préféré, le Je 3. suis fan de la saga, ok. Il s'est fait C'est tatouer pareil. Tokyo Drift aussi dans le dos. Quand même pas, mais c'est en projet, ouais. Mais c'est pareil, c'est des films en fait qui sont faits avec énormément d'humour et de second degré, et t'as toute une partie du public qui est capable de le prendre au premier. Bah écoutez, grand bien vous fasse. Hein. Tant pis pour vous si vous êtes stupide. Ah, elle est Oh méchante. là là. Mais tu vois, tu parlais Venez me du... chercher les fans de. tu parlais du film pas trop politique, mais du coup, dans une certaine mesure, son film le plus politique, est-ce que c'est pas Invasion de Los Angeles?
Oui, ben, enfin, Voilà. Bien Pour sûr. ce que c'est, je pense que c'est en termes Si, si, de ouais. politique, tu vois, mais De toute oui, façon, bah, c'est celui qui a non, c'est plus. peut-être Veil Livre. Moi, je pense que c'est Veil Livre quand même, son ouais. film le plus politique. Mais Mais c'est c'est le le gars même. avec ses gros sabots. Oui, c'est ça, Invasion Los C'est le Angeles, même. c'est C'est tu dis Valley. le Ah, titre pardon, en j'étais VO. sur LA. Merde, non, j'étais sur. Putain, j'étais sur lequel, moi? On est Ah, trop premier degré. En fait, Camille nous faisait une blague. non, je suis T'étais sur sur un autre là. Escape Los Angeles, Ouais. non, toi? Ah putain, Los Angeles 2000. Oh, excusez-moi, il y en a trop. Oui, non, mais oui, c'est Veil Livre. Oui, clairement, c'est Veil Livre, c'est le plus politique. Et cependant, un peu long. Et là, c'est pareil, effectivement, tu as un héros un peu stupide, un peu gros muscle. Il y a une bagarre de. Ouais, c'est ça. Ah ouais, cette C'est ce que bagarre. j'allais Oh là dire. là. Le cerveau reptilien avec Mehdi. J'adore. Mais Non, en j'allais plus, dire, ils on en en parle parlent de dans les bonus Et elle de est cette incroyable, bagarre. cette bagarre dans une. En cette fait, pour baston interminable. ceux qui voient pas, il y a une espèce de baston qui s'apparenterait à deux mecs bourrés dans une rue qui se battent. Je sais pas, ça dure quoi? Ça dure 5 minutes Ah, non-stop, mais c'est quoi. super long. Il y a même un Au moment, tu moins, te ouais, dis, au il aurait moins. pu couper. Et Moi, ça me beaucoup fait toujours trop long. penser à Jason à New York. À un moment, il se bat avec un mec et il lui arrache la tête en lui mettant un coup de poing. Et à chaque fois, je me dis, ok, ça va finir comme ça. Pas du tout, mais mon cerveau, il fait le mix entre les deux. J'étais sur Los Angeles 2013, moi. D'accord. Ah, on t'a Et mixé. où tu as qui est enfin, une suite quoi, Ah ouais. de New York 97 et qui est beaucoup plus barrée. Ah bah oui. Surf. Il y a une scène de surf. Je vous laisse le voir si vous l'avez pas vu. Je sais pas si vous l'avez vu les autres, mais Moi, je l'ai vu, je l'ai vu. Je te l'ai Moi, dit. j'ai pas vu. Non, je l'ai pas vu, Le non. regard caméra à la fin, c'est pour me tuer. Voilà, on parlait bien de celui-là. C'est celui-là, donc, c'est ok. celui-là. Je me suis dit merde, de quoi on parle? J'ai l'impression que depuis le début du podcast, je me suis dit putain, on parle du même réalisateur ou pas? Pas du tout. Et non, pas du tout. En fait, on J'étais parlait de pas Wes sûre. Craven. Alors, Camille, merde. qu'est-ce que tu penses de Tim Burton? Celui qui a réalisé Massacre à la tronçonneuse. Oui, absolument, le 2. Non, ça, c'est Gaspard Noé. Mais ouais, non, mais par contre, ce qu'on n'a pas dit sur les années 80, moi, j'aimerais bien vous entendre là-dessus, parce que je me dis quand même, il y a un truc, et effectivement, Carpenter, il sait le faire, c'est sa capacité aussi à parler aux jeunes et aux ados, parce que pour moi, c'est un truc qui est quand même très propre aux années 80, là où le cinéma des années 70 le faisait beaucoup moins. Et Carpenter, tu sens qu'il a cette capacité-là parce que ça restait un grand enfant dans sa tête, qu'il a vraiment envie de faire des films d'aventure, d'horreur et de science-fiction pour parler aussi à un jeune public. Et je trouve que ça, c'est quand même très caractéristique des années 80, quoi. Bon, il y a les teen movies, on peut pas dire que Carpenter, ça soit des teen movies, mais Oui, non. cette envie de parler à une génération, quoi, de ce moment-là. Ah, Et Christine, Teen Movie, ça peut Ouais. se Bah, Christine, c'est rapprocher. totalement un teen movie. Hein. Là, je le mets en Carrément. parallèle avec Carrie, Ouais, tu vois. non, Pour moi, c'est ouais, vraiment. c'est vrai que c'est un sacrément team movie, Christine. Et en vrai, les années 70, il y a il y a beaucoup moins de films qui font ça avec cette justesse, en tout cas. Et je trouve, les années 80, c'est quand même assez puissant à ce niveau-là, quoi. Notamment dans l'horreur. Mais parce que dans les années 80, tu as aussi le fait que la pop culture, elle prenne vraiment une place énorme. On Ah, va c'est avoir ça. vraiment un marketing autour qui est dans la pub, dans les produits Dans commerciaux, les soundtracks. voilà, qui n'existaient pas autant avant. Ouais. Tous les films à la Ferris Bueller et tout. Enfin voilà, il y a des produits comme ça en chaîne et il y a vraiment un commerce qui se met autour de ça. Oui, bien sûr. Mais c'est ce qui fait que effectivement, ça leur rapporte gros. Mais je trouve que c'est quand même intéressant de se dire, voilà, même tu vois dans la musique, quand tu dis les produits dérivés, il y a aussi l'apparition des soundtracks qui marquent, quoi, ou l'utilisation de ce que n'a pas fait Jojo sur le coup, mais l'utilisation vraiment de tubes du moment pour les mettre dans des films. Ça, c'est deuxième moitié des années 80. Ou alors même des musiques de films qui deviennent mythiques. Là, c'est le cas notamment d'Halloween, et où tu te dis, mais ça c'est cette époque, en fait. Et on n'en est pas non plus complètement sorti de ça. En fait, ce qui tient des années 80, c'est aussi cet aspect, vendre des choses à des jeunes, leur faire acheter des produits dérivés. Tu as raison là-dessus, Mylène. Et ça, on est encore là-dedans. Hein. Ben, Invasion Los Angeles, c'est son film le plus pop et c'est celui qui se prête le plus à ce truc-là de vendre des produits autour. Alors que c'est quand même un film, aujourd'hui plus quand même. Je veux dire, c'est celui qui a vraiment des phrases qui accrochent et tout, des citations. Les images, elles marquent, le poster, les produits dérivés. Enfin, c'est celui qui est le plus pop. Ouais. Alors que c'est quand même le film qui dénonce ça, quoi. Et du coup, je trouve ça assez, paradoxal. assez incroyable. Ouais, c'est vrai, clairement. Oui, c'est vrai que Complètement paradoxal. les visages
des envahisseurs, justement, qui sont en plus devenus assez iconiques, quoi. T'as les masques et tout ça, donc c'est vrai que c'est Ouais, ultra paradoxal. Ouais, et ouais, ce qui est carrément. drôle d'ailleurs, c'est que effectivement, c'est un film qui joue à fond la carte du comment dire, enfin, business friendly, mais à côté de ça, enfin, on a on a un héros. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve anti-charismatique au possible. Ah, mais pas Mais du parce tout, que c'est pas complètement Kurt Russell, ça aurait anti-charismatique. dû être Kurt Russell. Ça aurait Quand dû je être l'ai Kurt. vu et que j'ai vu que c'était pas Kurt Russell, j'ai eu envie d'arrêter le film. Il est terrible, hein. Je le trouve Oui, nul, il Ah est ouais. pâteau. il est pas bon. Non, non, il est pas bon. Mais parce que je suis désolée, mais un rôle comme ça, à part Kurt Russell, justement, faut le tenir, hein, Ah c'est ouais, ça tout. c'est Ça. l'échec du film. Pas avoir mis Kurt à la place de ce mec. Mais il Mais je devait, pense, mais je pense que il devait du coup, ça devait être lui. je sais pas, il me Parce semble. que moi, je me dis, enfin, un mec comme ça, enfin, Carpenter, il est pas aveugle, il a vu que ça marchait pas aussi bien qu'avec d'autres personnages qu'il avait mis en scène. Et je me demande s'il n'y a pas une intention derrière, toi, de prendre un personnage. En plus, je crois que le mec, à la base, c'est genre un catcheur ou un. Oui, Je c'est crois que c'est ça, un ouais. sportif. Et je me dis, il a vraiment il a vraiment fait exprès de prendre un acteur qui n'était pas fait pour le jeu. Je vois pas autre chose, en fait. Il a voulu prendre une planche. Ouais, parce que là, la poule et le couteau, là. Ah, mais c'est quelque chose. C'est quelque chose. Donc, il y a quelque chose sur quoi on s'est pas trop attardé sur sur John Carpenter, qu'on parlait que c'était un mec de la débrouille et tout, notamment sur Halloween, sur ses compositions musicales. Et je sais qu'on a parmi nous des gens qui sont s'y connaissent pas mal en musique et tout ça. Et du coup, tu parlais de Camille de son synthé qu'il achetait à la poubelle pour du rock sur la fin. Et elles sont marquées par quoi parce que moi, j'avoue que je pêche sur les connaissances musicales, donc du coup, vous allez peut-être pouvoir me dire. Elles sont marquées par quoi les compositions de John Carpenter? Bah, enfin, il faut comprendre qu'à l'époque, c'est pas le premier à l'avoir fait du tout, même si c'est un peu un des pionniers, mais on utilise le synthétiseur à partir des années 70. Bon, en vrai, John Carpenter, comme tout le monde, il a été marqué par le soundtrack de Planète Interdite des années 50, qui est un soundtrack de gros bidouillage électronique qui est hyper novateur pour l'époque. Mais la vraie utilisation massive du synthétiseur, elle se fait à partir des années 70. L'idée étant qu'une orchestration coûte cher et que du coup, pour illustrer un film à bas coût, c'est plus intéressant d'utiliser un synthétiseur. Donc John Carpenter, il est complètement enfin, il a en fait cette économie de moyens qui est forcée, et ça le pousse, comme je disais tout à l'heure, à expérimenter. Alors après, c'est basé, comme je disais aussi, sur du sound design. Enfin, il va vraiment en fait faire la musique en regardant ses films et en se calant sur le montage. Et ce qui est assez caractéristique de la musique de John Carpenter, ça va être des sons très, très saturés, relativement minimalistes, ce qui est assez rare, hein. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des films, enfin si, forcément d'action ou d'horreur des années 70 avec des gros sons et synthétiseurs qui tabassent, c'était en mode «J'en peux plus! Arrête ces synthétiseurs, Roger!» Ouais. Bon, bah, John Carpenter, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il va être vraiment minimaliste, avoir une musique assez modale, c'est-à-dire qu'il va avoir une construction musicale assez qui change en fait de ce qu'on a l'habitude d'entendre, avec pas mal de dissonances. Euh, et, euh, et il va bidouiller autour d'un thème récurrent. C'est-à-dire il y a un thème qui est toujours le même sur quasiment chaque film en fait. C'est ce qu'on appelle l'obstinato, qui vient du mot obstiné, obstinément. C'est l'idée de garder, de garder un motif musical mélodique et de le répéter. Et donc autour, il va mettre ce qui est caractéristique de sa musique, ça va être notamment la boîte à rythme, qui est très présente dans New York 97 par exemple. Donc après, il va ajouter plus ou moins de rythmique dessus. Il a fait des soundtracks très angoissants. C'est le cas donc d'Halloween ou de The Thing, qui est pour moi un soundtrack absolument incroyable. Là, tu vas sentir une inspiration presque western spaghetti, parce qu'il était très fan aussi de Ennio Morricone. Et puis, il va faire des soundtracks qui sont au niveau du ton beaucoup plus légers, mais qui fonctionnent très bien. C'est le cas de New York 97. C'est aussi le cas, pour moi, c'est son meilleur soundtrack de Assault, qui a vraiment été, je pense, un des morceaux de Carpenter les plus samplés, les plus repris au monde, notamment en Italie où ils en ont fait une version disco, mais que je vous recommande à 2000%. C'est un des meilleurs sons que je n'ai jamais entendu. Mais il faut comprendre que c'est cruellement basique. Et c'est pas une insulte, ce que je dis là. C'est que c'est sa force aussi. Arriver à faire un mouvement mélodique simple qui se répète et qui rentre dans ta tête,
c'est pas si évident que ça, en vérité. Mais par contre, c'est basique. En termes techniques, ce que fait Carpenter, ça n'a rien d'exceptionnel. Et c'est ce qui fonctionne aussi. Et oui, et après, bon, bah, il a décidé de revenir à ses kitscheries et de mettre du bon gros blues rock dans Vampire aussi, il a fait ça. Et, mais bon, effectivement, il a révolutionné le monde de la musique et il l'a fait notamment, enfin, on le sait aujourd'hui, que énormément de groupes, notamment de la French Touch électronique, de la synthwave des années 2010, comme Justice, Carpenter Brut, qui tient son nom de Carpenter, ou encore Zombie Zombie, tiennent énormément de lui, quoi. Mais c'est basique. Elle est horrible. Justement, alors, je voulais juste déjà te féliciter, Camille, parce que je trouve que tu as attendu vraiment beaucoup de temps avant de nous conseiller un morceau disco. Et vraiment, c'est... C'est beau, c'est vrai que c'est beau, c'est beau. En plus, c'est une reprise, tu sais, genre. Oui. Non, mais vraiment, je suis impressionné. Je me suis dit, mais Merci. quand est-ce qu'il arrive le morceau disco là? J'ai dit pas de tapo disco quand même tout à l'heure. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Non, mais là, tu nous as C'est vrai. vraiment enjoint à aller écouter un morceau, tu vois. C'est ça le truc. Je me suis dit, mais quand est-ce qu'elle va faire ça, quoi? Mais non, c'est bon, tu l'as fait. Je me Merci, sens bien. Mehdi, ça me touche. Et oui, je suis entièrement d'accord avec tout ce que tout ce que tu as dit. C'est que Carpenter, c'est ce qui m'avait marqué la première fois que j'avais découvert son cinéma et donc ses compositions musicales. C'est que c'est vraiment des choses enfin, c'est vraiment des compositions qui sont effectivement très simples. Il suffit de penser à à la musique d'Halloween, c'est trois notes qui se courent après, quoi, littéralement. Et, euh, et pourtant, malgré ça, c'est diablement efficace. C'est ultra efficace et c'est un thème dont on se rappelle, qui nous marque et qui peut même, pour certaines personnes, faire peur, quoi. Euh, et donc voilà, donc vraiment Carpenter, c'est ça qui m'intéresse chez lui aussi, c'est que sa manière de traiter la musique. En fait, on sent que c'est un mec qui est en mode, non, mais ouais, je vais pas payer un compositeur, de toute façon, je peux le faire moi-même. Mais donc, il va faire ça comme il peut, mais il va faire ça en mode home studio avec un synthé et une boîte à rythme, et puis il se débrouille, quoi. Et pourtant, c'est ultra efficace. Et effectivement, autant il y avait tout un mouvement synthwave, un mouvement blindé de synthé dans les années 80, mais dans le cinéma d'action et de science-fiction, on pouvait aussi pas mal trouver de compositions orchestrales. Et là, lui, c'est clairement pas ce qui l'intéressait, quoi. C'était Mm. vraiment, je veux taper dans du synthé et je veux me faire plaisir. On sent vraiment que c'est lui qui prend son pied devant un clavier, quoi. Et puis, ce qui caractérise aussi, c'est vraiment ce côté, comme tu dis, minimaliste, dans le sens où ce qui pouvait se faire déjà, parce que les musiques électroniques étaient déjà très utilisées dans le cinéma de science-fiction et d'horreur, mais c'était foutoir dans le sens où il y avait vraiment un côté un peu inspiré du rock progressif, c'est-à-dire je vais essayer de te mettre le plus de notes possible en 10 secondes. Là, il fait tout l'inverse, quoi. Et à l'époque, il faut bien se dire que l'arrivée du synthétiseur, ça te donnait juste envie d'appuyer sur toutes les touches, de faire tous les effets du monde. Bah, moi, si j'avais un synthétiseur, je ferais ça, hein, franchement. Et là, tu te dis, le gars, justement, il évite de faire ça, quoi. C'est-à-dire, il est direct dans sa musique, il n'y a pas trop de fioritures, et c'est aussi ça qui fonctionne bien. Oui, puis comme tu disais, Asso, c'est l'une de ses meilleures. Je sais que quand j'ai vu le film en salle, ce qui a beaucoup joué dans mon angoisse, bon, au-delà du fait que quelqu'un a failli nous péter la tête au cinéma, c'est Ah, vraiment, ouais, quelqu'un a voulu taper l'une des personnes qui était avec moi en plein film. Autant te dire que j'ai vécu en 4DX Asso, c'était incroyable. Quelle ah, ambiance! Ah ouais, c'était voilà, j'étais avec Cinéma et Politique qui se rappellera de cette séance. On n'a pas vraiment bien vécu le film, par contre c'était intense. C'était assez incroyable. Mais ouais, du coup les BO sont très très chouettes et moi je pense que celle qui m'a le plus marqué c'est celle de The Thing que j'ai mis très très longtemps à trouver en vinyle, surtout qu'en plus il y a des musiques composées par John Carpenter et d'autres musiques composées par Ennio Morricone pour le film et du coup c'est pas facile en vinyle de trouver le combo des deux. Et heureusement, Waxworks, ils ont ressorti pas mal de BO de Carpenter, aussi Mondo. C'est des BO qui sont sortis dans des super éditions. Oui, parce que ouais. moi, je m'y connais pas en synthé, je m'y connais qu'en vinyle. Euh, Et sur The Thing, c'est rigolo parce que donc c'est effectivement Ennio Morricone qui est aussi derrière. Et je sais pas si vous avez remarqué dans Les 8 salopards,
moi, je me rappelle au cinéma voir Les 8 salopards et entendre la musique d'Ennio Morricone et voir la neige, parce que ça se passe en huis clos dans la neige, comme The Thing. Ah, mais Et là, j'entends la Ouais. musique et je me dis, my oui. God, c'est The Thing! Oui, les 8 salopards, la BO qu'a fait Tarantino, c'est juste The Thing, hein. C'est un truc Ah de fou, ouais, hein. c'est un Ouais. truc de malade, quoi. Et tu te dis, ouais, tu ressens l'ambiance, tu t'écoutes la BO de The Thing, tu te dis, je suis coincée au milieu de la neige. Ça y est. Ouais. Mm. T'as vraiment, tu sens, enfin, il y a cette intro déjà dans le film qui est incroyable, dans le film où tu vois la musique qui monte là, alors que c'est encore tout noir, et ça fait partie peut-être, ouais, des scènes de cinéma qui m'ont le plus marqué, moi, alors que c'est du coup pas trop l'image là qui m'a marqué, mais je pense vraiment profondément le son, quoi. Mais The Thing, je pense que c'est le seul Carpenter qui a fait l'unanimité auprès de tous les gens à qui je l'ai montré. Franchement, je pense que c'est mon préféré, c'est celui qui m'a mis la plus grosse claque. Et pourtant, je suis pas particulièrement fan de films horreur SF. Enfin voilà, c'est pas mon jeu. Par exemple, moi, Alien, la première fois que je l'ai vu, clairement, j'ai pas aimé. Voilà, Ah, des j'assume. problèmes, alors. J'assume. Le 2, je me suis endormie. Voilà, j'assume. Et j'aime beaucoup le Mais 4. Mais The Thing, pour moi, c'est l'un de mes films préférés. Et à chaque fois que je le montre à quelqu'un, peu importe si c'est quelqu'un qui aime voir des vieux films ou quoi, parce qu'il y a des gens qui considèrent que des films avant 2000, c'est des vieux films. Oh là, Et j'ai du même vu coup, plus tôt, hein. ouais. Et donc, faut pas penser qu'on fait toujours la même chose, mais c'est pas grave. et du coup, ils ont adoré The Thing. Mais c'est ça qui m'intrigue aussi avec The Thing, c'est quand je l'ai découvert, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, il y a enfin, peut-être 2-3 ans en max. Euh, j'ai été vraiment impressionné. Alors peut-être c'est le remaster hein, qui fait ça, mais malgré tout, j'ai trouvé l'image extrêmement moderne en fait. Et je trouve que visuellement, il est bah, on pourrait presque penser qu'il aurait été tourné il y a maximum 15 ans, 20 ans. Enfin, vraiment, je le trouve vraiment moderne. Et puis aussi, esthétiquement, il y a un truc dont on n'a pas trop parlé, mais c'est vrai que Carpenter, ça a l'air d'être un obsédé du format anamorphique. Et du coup, régulièrement dans ses films, on a des flares en longueur type J.J. Abrams. On en a assez souvent de ce genre de choses. Et ça donne un cachet vraiment intéressant à son cinéma. Et dans The Thing, ça transpire vraiment de tout ça, quoi. Carrément. Non, mais t'as raison, hein, il est assez Totalement. intemporel, et certainement que c'est pour ça aussi qu'il a été mal compris à l'époque, c'est qu'il était beaucoup trop novateur et choquant, parce que incroyablement bien fait encore aujourd'hui, hein. Ouais. C'est ça, bah, Ouais. les effets spéciaux, c'est Rob Bottin qu'ils avaient fait, c'est ça? C'est lui qui a fait une dépression. Ouais. Oui, c'est ça. Je crois que c'est lui, hein. Non, mais enfin, dans mon souvenir, il y en a un qui a fait une dépression, et c'est le mec chargé des effets spéciaux, parce qu'en fait, il avait trop de taf, Il a quoi. tout donné, quoi. Ouais, il était en burn-out. Non, mais Son vraiment. sang pour les effets Les effets spéciaux. Tiens, Alors moi, je voudrais dis-le. qu'on fasse juste une minute de silence pour celui qui a fait les effets spéciaux physiques du remake, enfin de la Ah suite oui, si remake. on peut Non, mais je Oh crois qu'on purée. veut pas parler du Ouais, préquel. Je crois non, qu'on veut pas parler non. du préquel, Mehdi. C'est Pas trop. Non, mais compliqué. vous êtes au courant de cette histoire quand même? Que... Raconte. Non. Mais non, mais que toutes les scènes de monstres avaient été faites en effet physique à la base. Tout a été tourné. Les effets spéciaux existent et ont Ah, été merde. faits en version plastique. Et ça a été Ah ouais. complètement effacé et on est parti sur du numérique. Mais pourquoi? J'en ai aucune idée. Oh, la décision de studio, là. Complètement barré, quoi. Oh là là. C'est Ouais, chaud, plus tard, hein. on regardera ça et on sera content de dire Mais bien c'est notre époque, ça. mais c'est pour ça que je dis, parce que c'est pour ça que je dis, on parle du mec qui a fait une dépression parce qu'il a trop bossé. Essayons de penser au mec qui a fait, aux personnes qui ont fait les effets du remake et qui n'ont même pas été dans le film, quoi. Oh, quel Ah, enfer. Horrible, horrible. Ah, c'est la pire histoire. Comme tous les gens des années 90-2000 qui faisaient des effets en dur pour qu'après, enfin des petites maquettes en dur pour qu'après ça soit refait en version numérique, et que tu étais en mode non, mais pourquoi vous avez fait ça, en Exactement. fait? Et nous, on trouvait ça incroyable. Et ouais. C'est déjà 1h30, donc c'est pas mal, parce que je trouve qu'on a J'ai pas passé mal. 2 fois disco, donc T'as rempli ta to-do list est remplie, c'est bon. C'est bon, elle se sent bien. Ok, attends. Mylène, elle a dit qu'elle avait pas aimé Alien la première fois qu'elle l'a vu, donc c'est bon. C'est bon, je me sens vachement soulagée. Tu l'as- Non, mais j'ai pas.
J'ai pas hâte parce qu'il y a des gens qui vont l'écouter et qui vont peut-être me virer de la sororité, donc bon, ça va être compliqué. J'ai dû à parler des manches trop longues dans Halloween 20 ans après. Donc, je crois Exactement. que- Donc voilà, on a tous coché notre Le to-do list. bingo est fait. Karl, il te manque, toi, une anecdote, un truc que tu aurais aimé dire dont t'es pas fier, tu vois. Il te manque Truc que quelque j'aurais chose. aimé dire que je Sur suis pas fier Carpenter. sur Carpenter. Tu m'aurais dit j'ai aimé The Ward, je t'aurais dit ah compliqué. Eh ben, moi, j'ai pas passé un aussi mauvais moment que vous devant The Fog. Voilà, c'est tout ce que j'ai sous la main. Non, c'est mais tout. c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas Et mal. au fait, Halloween 2, il est apprécié ou pas? Je crois qu'il y a Ouais, une grosse globalement, commu ouais. qui l'aime. Hein. Ouais, hein, Moi, j'aime bien le globalement, 3. il est bien apprécié. Très Ah oui. mauvaise opinion d'aimer le 3. Tu aimes bien le 3, Karl, raconte-nous. Mais il revient, le 3 commence à revenir. Tu sais, c'est un peu comme Freddy 2, c'est des films qui commencent à revenir là. Mais parce que j'ai vu le 3. Je crois que c'est le premier, c'est le premier pas John Halloween que j'ai vu. Carpenter, hein, Oui, je pour sais, rappel. c'est le premier Halloween que j'ai vu. Oh bah super. Et fut un temps, j'ai découvert Michael Myers, j'ai fait Ah c'est donc ça. Mais c'était incroyable, oui, film, ce personnage. Moi, je l'avais vu, il n'était pas dedans. Exactement. Non, Halloween 3, c'est une blague. Et puis au-delà de... Alors, très bonne BO de Carpenter sur Halloween 3. Très bonne BO. Alors, tu sais pas s'il a vu le film... La musique où il y a de la pub, là. J'ai plus dans la tête. Non, lui, c'est pas ça qu'il a fait. C'est vraiment la musique d'ambiance. Mais un des films les plus misogynes, quoi. Tu te dis, mais gars, vous avez fait un film misogyne après les 2 premiers horrible. Halloween. Tu te dis, mais quel enfer, quoi. Et la chambre d'hôtel où ça bouge, eh ben, c'est la même que dans The Stuff. Voilà, c'est l'info qui ne sert à rien. C'est vrai, Voilà, bonne c'est nuit, vrai. au revoir. Je le saurais, Merci mais. pour ça. Oh, j'ai une anecdote de chambre d'hôtel si vous voulez aussi. Ah, très bien. Allez, donne-nous tout. Allez, vas-y, on va conclure là-dessus. La chambre d'hôtel dans Maniac. Oui. Eh ben, Le c'est la film. même chambre que la chambre d'hôtel de la première chambre d'hôtel de Tom Hanks dans Big. Dans Big, quand il se retrouve en ville, tout seul, en adulte, voilà, et ben il va dans une chambre d'hôtel. Et ben c'est c'est le même hôtel que dans Maniac. Quelqu'un d'autre sur les chambres d'hôtel. Non, c'est bon. Je pense qu'on est. Karl, tu veux pas faire un podcast juste Sur les chambres d'hôtel dans les films de genre, s'il te plaît? Écoute, on peut faire ça. On va appeler ça Room, je ne sais pas quoi, mais oui, on peut faire ça. Il y a moyen. Un Room 237, et voilà, Voilà, comme ça on Room fait une ref 237. ciné. Par hasard, là, comme ça, tu vois. Ouais, comme un ça, t'as petit ça. peu, Voilà, au hasard. J'ai hâte, putain. Je serai pas là. Vu qu'on va conclure, vous avez j'ai oublié de vous le dire avant, j'ai mal fait mon travail, mais vous avez une reco culturelle, un truc à conseiller aux gens ou pas, en rapport avec le sujet qu'on a traité ou autre, un truc que vous avez vu récemment ou pas? Oui. Vas-y Camille, t'as l'air de... Oui, parce que je me faisais la réflexion que quand tout à l'heure je parlais des remakes un peu de films, on en a parlé brièvement, mais des films de monstres des années 30 à 50, ce qui était donc très courant dans les années 80 de reprendre les grands mythes et les grands monstres des années 50 notamment. Meilleur film remake, c'est The Blob 1987. Vraiment, c'est le meilleur film de monstres de cette époque. Il a marqué durablement le cinéma. Pourtant, il n'est pas super connu en France, malgré le fait que ce soit, je le rappelle, le meilleur film du monde. Voilà. Il faut que je le revoie. Chuck Russell, c'est ça? fait partie de ces réals Oui. qui auraient pu avoir une incroyable carrière vu ce qu'ils étaient capables de faire. C'est très bien entouré puisqu'en plus scénaristiquement c'est vraiment un film qui tient bien la route. Sur le coup il y a une héroïne qui est vraiment fantastique et qui est une forme de Final Girl aussi, bien abouti. Enfin vraiment il coche un peu toutes les cases et effectivement il y a un petit côté slime rose un peu comme dans The Thing, donc la boucle est bouclée. C'est très bien Camille, je dois le revoir demain. Ah bah parfait. Voilà. Super. Et bah du coup, moi en reco, je conseillerais Swimming Pool, la piscine du danger. Oh non, Un film incroyable que j'aime beaucoup en plus avec James McAvoy et Isla Fisher. C'est un slasher qui se passe dans une piscine et c'est magnifique, c'est magnifique. C'est des petits bourgeois qui vont fêter leur diplôme dans une piscine. C'est genre un petit aqua boulevard, enfin petit, du coup pas très petit. Ça date de quand Il y a déjà, beaucoup les années 2000 2001 de mémoire, je dirais. Quelle horreur. Et c'est incroyable, franchement, c'est incroyable. J'ai fait voir ça à un ami il n'y a pas longtemps qui m'a dit meilleure découverte.
Meilleure découverte. Incroyable. Tu m'as fait subir ça aussi, hein, je me rappelle. C'est une folie. Mais oui, on l'a vu, je l'ai fait subir à On Camille. est Alors, parce que moi, j'aime beaucoup voir les films en immersion. Donc, du coup, je leur ai fait voir The Pool dans une piscine. Ah, ça, c'est habile. Ouais, mais voyez ce film, voyez ce film. Ça n'a rien à voir avec John Carpenter, mais voyez ce film. Du coup, Aveugle, vous aimez Isla Fisher, vous voulez voir leur début, foncez, c'est incroyable. Mehdi, Alors, je... je vous avoue que j'avais sur l'instant complètement oublié que je devais trouver une reco. Et là, parce qu'en fait, j'étais en train de regarder partout autour de moi pour essayer de trouver ce que j'avais pu regarder récemment. Donc, Il est tombé, c'était- il a vu, il a vu sa statue de l'alien de Mars Attack, il s'est dit « Oh, Mars Attack !» Je l'ai envisagé, je me suis dit non, c'est trop évident. C'est trop Il évident. va nous conseiller American Pie. Non, effectivement, je l'ai vu aussi du regard, mais je l'ai croisé, mais non. Non, non, mais du coup, j'ai trouvé. C'est quelque chose dont je suis pas très fier, mais j'ai quand même assez ri devant. C'est un film de Al Adamson. Je sais pas si vous voyez qui est Al Adamson. Non. Pas Non. du tout. Alors, c'est un réalisateur de cinéma d'exploitation des années 60 jusqu'aux années 80, je crois. C'est un mec qui a toujours fait des films fauchés à Los Angeles. Vraiment, il payait pas ses équipes. Enfin, c'était ridicule. Et en fait, c'était tout un personnage, ce mec. Et c'est aussi, par exemple, une référence pour Tarantino, entre autres. Euh, et il a fait un film qui s'appelle Cendrillon 2000. Oh Euh, non, Si, oh non. Bah si, du coup on va kiffer. J'ai vu ce film, il est incroyable. Et voilà, c'était incroyable. Je l'ai découvert il n'y a pas si J'adore. longtemps avec Fry 3000. Il me semble que j'ai Bon, vu ça a ça mis un sur climat YouTube. assez étrange. Enfin, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi frontal. Ah Mais ouais. du coup, voilà, donc c'est un film. Donc ça reprend le conte de Cendrillon, quoi. Euh, avec beaucoup d'érotisme. Et en gros, ça explique comment le sexe pourrait émanciper, libérer le peuple. Ça aurait un beau message en soi, parce que c'est très hippie, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une comédie musicale, mais une comédie musicale absolument fauchée, mais avec des morceaux qui sont relativement efficaces. C'est des mélodies Enfin, qui space restent en tête. opéra, ouais, c'est très Ouais. space disco, mais dis ce que tu viens de recommander. J'espère que tu Comment en es conscient. C'est très space disco ce que tu viens de recommander. Oui. Il est un peu nanar. Ah bah ça complètement oui. Mais du coup voilà, donc on a beaucoup ri devant et bon, donc voilà, ok. je vous conseille Cendrillon 2000, c'est une espèce d'ovni mais c'est très très drôle. Et toi, Karl? eh ben moi, je pourrais vous recommander The Tallberg que je me suis infligé qui est un truc qui a inspiré The Fog et qui est inspiré The Fog de John Carpenter, qui est un film d'horreur qui s'appelle Les Yeux qui rampent de 1958. Ah oui, ouais. Voilà. Mais non, je vais vous recommander Mad God. J'aurais pu vous proposer une screen, mais non. Ouais. Vas-y, continue. Je vais vous recommander Mad God, qui est un film en stop motion qui est actuellement en salle au moment où ce podcast sort, par Philippe Tippet. C'est comme ça que ça se dit. C'est un projet qui est en mode, c'est de la body horror en stop motion en fait. Ça fait très très peur, je veux pas voir ce film. Moi. J'ai vu la bande Ah ouais, non, annonce, il est ça terrifiant. me dégoûte. J'ai trop Ah, envie de le c'est voir. expérimental. Ouais. Ça. Ah, mais vous Ça me l'avez pas vu dégoûte. aux alus? Moi Ah, mais j'étais pas là aux Moi, amis. je l'avais vu aux alus, ouais. Je ne regarde pas le stop mo, ça me met extrêmement mal à l'aise. Ah. Ouais, et puis là, le sujet te mettrait pas très à l'aise, Camille. C'est Ouais. vraiment un film qui est assez malaisant. Alors, il y a des moments, il y a des paillettes, hein. J'ai retenu que ça. Mais oui, parce que je rappelle qu'on lui a mis un prix aux alus quand même. C'est beau, ça. Ah ben voilà. Mais non, c'est un film qui est incroyable. Ah ouais, c'est un trip que j'ai adoré voir, que justement j'ai vu aux alus. Donc Ok, voilà. trop bien. Enfin, trop bien, pour vous. C'est bien. Restez dans vos délires. Hein. Restez dans Non, mais vos Camille, il y a délires du disco. malsains. Il y a du disco à un Ah non, moment. mais Je te c'est jure, bon, c'est hein. incroyable. La pâte à modeler, là, ça va 5 minutes. Hein. Pâte à modeler disco, tu connais pas? Non, on ne peut plus. J'ai juste Bon, une bah, question. Tout ce qu'on a dit avant nos recos là, ça va être dans le podcast ou On pas? peut le couper, t'inquiète. Le truc sur les chambres d'hôtel, tu vas voir, mais tu vas faire des messages privés. Moi, Et quand est-ce Je que vous peux lancez le le laisser podcast hein, sur à les ta chambres demande. d'hôtel? À ta demande, je moi, peux le laisser. franchement, je laisserai tout comme ça. Je trouve ça incroyable. Ouais. Oui, après, Moi, vous j'ai pouvez. pas de Je trouve ça honte, je drôle, connais hein. pas la honte. Je Moi, je connais trouve pas ça la honte. drôle en vrai. Je trouve ça très drôle. Je suis Voilà. pour. Donc, Allez, bon, laissons-le. Hein. voilà. Et bien sur ce, merci à tous et toutes d'avoir participé. C'était Merci les copains.
Eh ben, Voilà. Merci merci à vous. beaucoup. J'espère que ça aura C'est appris génial. des choses aux gens. Parce qu'en tout cas, nous, on s'est bien amusés. Donc J'ai voilà, appris plein de trucs. voilà. Et ben merci. Au revoir et à bientôt. À bientôt. Bisous. Salut.